J'allais lui offrir ça, lui qui était pas là. En fait, on a loué les deux. Donc on est un peu connecté là. Mais je comprenais pas pourquoi ça m'avait marqué. C'est fou, hein. Et ça peut faire signer le drapeau américain. Ouais, plein de trucs. Plein de choses que je comprends. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la boutique Potemkin. On est très heureux de voir une boutique aussi pleine. Voilà, la boutique est toujours pleine quand tu viens, Jean-Baptiste, je crois. Elle est petite, voilà, c'est la boutique qui est petite. C'est pas toi qui fais venir du monde, d'accord, ok. Et bah oui, voilà, ceux qui ne connaissent pas la boutique, on existe depuis 18 ans, on est également éditeur DVD. Depuis une dizaine d'années, on fait des rencontres régulières avec des cinéastes, des critiques, des comédiens. On essaie de tenir un rythme, hebdomadaire, avec un moment de discussion qui dure à peu près 1 heure, et après un moment de dédicace. Voilà. Donc là, on est très heureux d'avoir, ça doit être la 4e, 5e fois, je crois, Jean-Baptiste Torret, qui nous fait l'amitié, le plaisir de venir. On profite de la sortie parce que Jean-Baptiste est quelqu'un quand même de très actif, et régulièrement, il y a des publications, des films, il y a toujours plein de choses. On travaille, voilà, c'est ça. Alors tu vas prendre un micro, parce que sinon les gens du fond vont nous en vouloir, là. Ça va être le village des damnés, là, tu vois. Et donc, je sais pas, tu as trouvé le temps. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, que tu es cinéaste, que tu es critique. On a pu t'entendre, on t'entend parfois sur la radio, sur Culture. Tu vas toujours un peu, non, moins, un peu moins, un peu, parfois. Alors, tu vas vraiment utiliser le micro, Jean-Baptiste. Oui, voilà. Voilà. Mais surtout, tu es accaparé par ton travail de cinéaste. Nous, on a édité en DVD We Blue It, qu'on peut trouver en combo. On avait édité aussi ton film sur Michael Cimino, ouais. Voilà, Un mirage américain. Regarde, tu vois comment on fait bien les choses. On est sérieux. Et on est une maison sérieuse. Il est là qu'1 heure par an, non? Non, mais je suis touché quand même. Bah oui. Tu vois, et puis même, tu vois, nous sommes tant aimés. Oui. Tu vois, de ton fils. Ah oui. Ouais, ça, c'est mon fils qui a fait ça. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, on s'est bien soigné notre déco. Ça rend pur népotisme. Hein. non, pas du tout. Et en réalisation, donc, il y a ton prochain film de Neon People qui n'est pas sorti en salle. Tu as une date? Non, pas encore. Je pense qu'on va essayer de le sortir en festival, septembre. ouais. On est toujours en train de voir pour la distribution. Ouais. Et là, je fais les festivals là, maintenant pendant encore quelques mois. Et puis, je pense qu'il sortira en septembre. D'accord. En fait, voilà. Une plongée dans les bas-fonds de Las Vegas, c'est ça? Ouais, avec les gens qui vivent. En fait, c'est une population. Pour ceux que je sais pas si tout le monde connaît ou déjà allé à Las Vegas, mais en fait Las Vegas est construit sur une espèce de presque de ville souterraine, un immense réseau en fait de collecteurs et qui ont été construits il y a une 40aine d'années pour lutter contre les inondations. Ça fait 800 km sous Vegas et ça s'étend dans tout le désert du Nevada. Et là il y a à peu près 2-3 000 personnes qui vivent sous terre. Un peu comme des taupes, on les appelle là-bas les mole people. Et donc je suis allé, j'avais besoin de vacances un peu sympas, enfin un peu ensoleillées. Et donc je suis parti les voir pendant quelques mois pour tourner ce film, donc avec eux sous terre, quoi. D'accord. Voilà. Mais c'est pas pour Neon People qu'on t'accueille ce soir. On t'accueille pour cet ouvrage qui s'appelle. Quoi que je te dirais, je t'interromps 2 secondes. Oui, je t'en prie. Mais je te dis, en fait, il y a quand même un lien entre Neon People et Back to the Bone. C'est que, vous savez, quand on fait un film, on passe toujours par cette phase qui est parfois un petit peu longue. On a écrit le projet, puis on part à la recherche de financement. Et souvent, ça peut durer
vraiment longtemps. Et là, bon, ça a un peu duré, pas tant que ça. Et à chaque fois que je voyais effectivement des financiers ou des structures qui pouvaient donner de l'argent, alors si on leur parle trop de cinéma, ça leur fait peur. Mais je leur disais, bon, bah, imaginez un film de Frederick Wiseman filmé par John Carpenter. Et là, ils comprenaient pas, mais ils trouvaient ça hyper malin, quoi, hyper pop. Et donc, j'ai souvent utilisé la cartouche Carpenter pour Neon People. Ce qui n'était pas complètement faux, mais disons qu'entre Escape from New York et Neon, ça fait partie de ces films qui m'ont pas mal nourri pour tourner Neon People. Ok, très bien. Bon, bah, tu es sur mes transitions. Donc, Carpenter, Back to the Bone, cet ouvrage que, évidemment, je conseille, que vous avez pour la plupart entre les mains, aux éditions Magnani. Donc je remercie Julien parce qu'on avait déjà fait une rencontre autour de cet ouvrage un peu plus épais, plus lourd, Quelle était verte ma vallée, qui était une sorte d'anthologie de tes critiques sur une quinzaine d'années et qui pour moi est un ouvrage important et puis auquel je reviens régulièrement. Donc c'était, je sais pas si il était question de Carpenter, si sûrement, il devait y avoir non, pas dans ce. Non. D'accord. Donc d'où l'utilité. Enfin, pas d'où, mais ouais. D'où l'utilité. Alors pour Carpenter, tu le dis très bien en introduction, c'est quelque part une vieille affaire. Raconte-nous un peu. Il y a un livre qui nous était souvent demandé, c'était ton ouvrage avec Luc Lagier sur Carpenter, et je pense qu'on t'a sollicité souvent. Oui, en fait, mais c'est un peu ce que je raconte au début dans l'intro, c'est que moi j'avais écrit en 97 ou 18 avec Luc, on avait coécrit un livre qui s'appelait Mythe et Masque, les photos de John Carpenter, qui était un travail d'étudiant. À l'époque, on était tous les deux, je crois, en DEA, début de thèse. C'était à peu près à ce moment-là. Et Luc avait fait un travail sur la question de la peur sur John Carpenter en DEA. Et moi, j'avais travaillé sur la notion de l'en-deçà dans Halloween de John Carpenter. C'est très universitaire. Ouais. C'était à Paris 3, on a la Sorbonne Nouvelle, etc. Et bon, après, il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter sur la façon dont on nous a un peu accueillis avec des yeux exorbités quand on a voulu travailler en DEA sur Halloween. Et donc, on a fait ce livre-là, mais vraiment un livre à la fois d'amateurs, d'admirateurs, de jeunes geeks, voilà, et d'universitaires aussi. Et donc, il est paru, il a plutôt pas mal marché, dans le sens où les gens, voilà, on a eu des bons échos, on était très contents, etc. Et puis après, moi je me suis mis à écrire d'autres livres. Et très honnêtement, d'un point de vue très personnel, quand je vois les bouquins que j'ai écrits, il y a celui-là et il y a les autres. Les autres, ça me pose aucun problème de les rééditer. Parfois, on l'a fait, voire de les actualiser un tout petit peu. Dans le cas du bouquin Carpenter, non. C'est-à-dire que c'est un premier livre, c'est-à-dire qu'il a ses qualités et ses défauts, mais quand on le relit, on ne voit que les défauts, qui a un style trop universitaire pour moi, mais on est comme on est à cet âge-là, quoi, avec plein de notes de bas de plage, plein de références, etc. Et donc, au fil des années, une fois que le bouquin a été épuisé, et ça a été édité par une boîte qui s'appelle Dreamland et qui depuis a fait faillite, on m'a souvent demandé, en fait, il y a ceux qui me demandent quand est-ce qu'on vous rééditez votre livre, où est-ce que je peux le trouver, parce que sur les sites de revente, ce qui est quand même lamentable, ça se trouve à des prix complètement dingues, 150, 200, 250 euros, etc. Et j'avais à peu près régulièrement des demandes en fait d'éditeurs qui me disaient mais si on rééditait ce livre. Et moi j'ai toujours résisté vraiment assez fort à cette idée, et Luc aussi d'ailleurs. Et un jour, le monsieur qui est là, Julien Magnani, donc évidemment, il revient à la charge, avec une idée qui semble venir comme ça, mais en fait, il la macérait depuis un bout de temps. Et il me dit, pourquoi est-ce qu'on rééditerait pas le bouquin Carpenter ? Et donc, je lui dis à peu près ce que je suis en train de vous dire là, à savoir que non. Et d'autant que quand on réédite un livre, on lui donne une actualité avec laquelle nous, on est en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'à la fois, le livre est un livre d'actualité écrit par le même il y a 25 ans. Ce qui est très problématique en fait mentalement. Et puis au moment où je me prépare à lui dire non, en fait pour la énième fois, je me suis dit tiens finalement revois les films de Carpenter. Donc j'ai passé 6-7 jours à peu près à tout revoir. Donc et à chaque fois que je revoyais un film, je prenais des notes. À la fin, mais comme ça, vraiment à titre presque par plaisir, etc. Et puis à la fin de la semaine, je me suis rendu compte que j'avais 100 000 signes de notes, quoi. Ça fait à peu près 70-80 pages de notes. Et je me suis dit, et surtout sur ces notes-là, je me rendais compte qu'il n'y avait pas un truc, il n'y avait pas une idée, en fait, que j'avais le sentiment d'avoir déjà développé 25 ans avant. Intéressant. Et donc là, je vais voir Julien et je lui dis, bon, écoutez, on oublie la réédition du bouquin Mythe et Masque. Par contre, si ça vous dit, je vous fais un nouveau livre dans, je sais plus, c'était 4 mois le délai, 2 mois. Ouais.
Donc c'est un livre que j'ai, C'est pas la même chose, quoi. pas la même chose. Et donc c'est un livre que j'ai écrit vite, et en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire rapidement ce livre, vraiment de le penser comme une espèce de trait. Il n'a pas du tout une ambition d'être un livre exhaustif où on parlerait de Carpenter du début à la fin, il est né, il est mort, film par film, etc. Ce sont des formes qui de toute façon m'ont toujours un peu tombé des yeux. Et là je me suis dit on va faire un essai plutôt personnel dans lequel on retraverse Carpenter 25 ans plus tard, mais mon Carpenter à moi. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont totalement ou presque absents du livre, et tant pis et tant mieux. C'était pas trop mon objet. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à écrire ce livre assez vite, et je pense que la vitesse était très importante. Donc il fallait pas que je commence à m'ensabler à nouveau dans Carpenter. Et la différence c'est qu'évidemment on a pris 25 ans, et c'est pas rien, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on écrivait il y a 25 ans et ce qu'on écrit maintenant, et puis ce qu'on a vécu, ce qu'on sait, ce qu'on a lu. Et le monde a changé. Et tout a changé. Tout a changé. Et surtout, c'était aussi une façon de vérifier. Je citerai pas de nom, mais il y a des cinéastes que j'ai plutôt beaucoup aimés il y a 25 ans, sur lesquels j'aurais pas envie d'écrire à nouveau, sur lesquels j'avais pas envie de me repencher. Et Carpenter, je me suis dit, c'est fou, 25 ans plus tard, ce type m'intéresse toujours autant, pour des raisons sans doute assez différentes de ce que c'était à la fin des années 90. Mais par contre, voilà, et c'est un peu ce que je raconte au début, c'est finalement, 25 ans plus tard, qu'est-ce que moi j'ai à raconter de Carpenter, alors qu'il y a eu plein de livres sur John Carpenter, et il y a eu plein d'analyses, plein d'essais, etc. Mais j'avais envie de faire un livre précis, en fait, en me posant comme ça des questions vraiment sur son œuvre, mais des questions qui, moi, m'intéressaient en réalité. Mais on sent cette énergie et cette rapidité, cette célérité, dans l'écriture. C'est un vrai régal. C'est toujours agréable de te lire dans tous les cas. Merci. Et ce que j'aime beaucoup, c'est toujours la façon dont tu fais dialoguer les films. C'est-à-dire que tu parles de Carpenter, mais tu fais dialoguer Carpenter avec d'autres cinéastes, avec d'autres époques, et je trouve que c'est vraiment une force, et c'est très stimulant intellectuellement, et ça donne envie de revoir les films, et quand on les revoit, ça nous donne plein de clés de lecture, et je te remercie de ce geste-là, parce que il y a tout le temps ça dans tes livres, c'est-à-dire que ça donne envie de revoir les films et d'en voir d'autres. Bon, d'abord, je sais que tu vas les lire, donc à chaque fois, je fais très attention à ça. Et non, l'autre chose, c'est qu'en fait, évidemment, ce que tu dis, mais ça, je pense qu'on réfléchit tous au cinéma comme ça. C'est-à-dire qu'un cinéaste, un film, c'est pas une espèce de planète solitaire balancée nulle part. Ça vient avant quelque chose, au milieu d'autres choses, dans une histoire des formes, dans une histoire sociale, politique, tout ce qu'on veut. Donc c'est ça qui est évidemment passionnant. Mais c'est surtout que c'est là où tu comprends que moi, il y a 25 ans, en fait, je ne savais pas suffisamment de choses. J'avais pas vu suffisamment de films, j'étais pas suffisamment éveillé, je savais pas assez de choses pour pouvoir repérer des choses que plus tardivement tu arrives à repérer. Et les effets de comparaison, que ce soit, je sais plus, mais que ce soit avec Kubrick, avec Hawks, avec Ford, avec Arnold ou Jack Tourneur, par exemple, à un moment donné, je me posais la question sur le tourneur. On dit toujours tourneur, alors quand on mobilise Jack Tourneur, c'est toujours de façon un peu automatique. On a appris ça un peu dans la critique à l'université, à savoir stratégie de la suggestion, c'est l'ellipse tourneur, il montre rien. Bon, ok. Donc on dit stratégie tourneurienne. Voilà. On a tous ces gimmicks voilà. La féline, tout ça. Voilà. C'est des mots qu'en tant qu'universitaire ou critique ou essayiste, on utilise de façon automatique. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais alors Jacques Tourneur, est-ce que tous les films de Tourneur sont comme ça ? Est-ce qu'on peut dire que Rendez-vous avec la peur, Curse of the Demon, ou alors La Féline, ce sont exactement les mêmes films ? Et est-ce que Carpenter se réfère à Jacques Tourneur ou à certains films de Jacques Tourneur ? Et c'est là que je replonge un peu dans les films de Tourneur, et je me dis, quand on parle de Tourneur pour Carpenter, le Tourneur auquel lui se réfère, c'est vraiment Rendez-vous avec la peur, Curse of the Demon. D'ailleurs, il rendra hommage au monstre qui avait été imposé à l'époque par les producteurs à Curse of the Demon, à Jack Tourneur, dans Jack Burton, un des monstres dans les sous-sols de Chinatown dans Jack Burton. C'est vraiment une espèce de reprise quasi exacte du monstre dont ne voulait pas Jack Tourneur dans Curse of the Demon. Et en fait, je me dis, alors c'est quoi la différence entre La Féline et Curse of the Demon ? Et La Féline, je me dis, finalement, tout le film est fondé sur une série d'apparitions, de signes, de trucs un peu étranges qui se passent, mais à la fin, tout ça produit une espèce de figure ramassée avec un contour, une forme, qui est la panthère, grosso modo. Curse of the Demon, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est sur une série de signes, un petit parchemin, un vent, un événement un peu étrange, etc. Mais à la fin, ça produit une figure éclatée.
certaine manière. Autrement dit, à la fin de Curse of the Demon, d'où le fait que les producteurs ont voulu un monstre, on leur dit mais à quoi ça ressemble ce monstre depuis le début, on l'attend. Mais précisément, c'est tout l'intérêt du film, c'est que c'est un entonnoir, on pourrait dire inversé. C'est-à-dire qu'en fait, la féline converge vers la panthère, alors que Curse of the Demon, en fait, s'ouvre vers une figure qui est une figure introuvable. Et je citais à un moment donné Nicole Brenes qui parlait de la Helena Marcos dans Suspiria de Dario Argento et qui avait forgé ce concept que je trouvais hyper intéressant du mal introuvable. Là, quand vous regardez Suspiria de Dario Argento, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à la fin, on a une espèce de sorcière un peu grotesque en carton-pape qui balance 3-4 râles, etc. Mais personne ne fera croire que ce qu'on vient de voir pendant 1h40, c'est le fruit de cette espèce de sorcière voilà, en caoutchouc, quoi. Et, donc, en fait, le spectateur comprend bien que la figure pleine apparaît, mais en fait, elle ne résout rien. Donc, elle n'existe pas d'une certaine manière. Et en fait, quand je me suis posé les questions de tourneur-carpenteur, ce qu'on a souvent dit, tourneur-carpenteur, etc. Je dis ouais, mais c'est pas n'importe quel Jack Tourneur. Donc c'est des effets un peu comme dont tu parles, ou le rapport à Kubrick que j'ai mis beaucoup de temps et des années à me dire mais c'est quoi le rapport entre Carpenter et Kubrick et le rapport même conflictuel, on pourrait dire entre Carpenter et Kubrick ou je cite à un entretien que Carpenter donne, peut-être qu'on en reparlera. Oui voilà, tu vas très vite, tu vas un peu voilà, tu es un peu trop vite. Je te ralentis, donc j'essaie d'accélérer. Je te tiens. Tu as vu la pile là qui est à ta gauche? Voilà, c'est ça qui t'attend. Non, mais ce qui est passionnant aussi dans le livre, c'est la fin de l'ouvrage où il y a un entretien avec Carpenter que tu mènes en 2013 et Belfort a demandé à Carpenter de mettre en regard ses films avec des films d'autres réalisateurs, donc que lui choisit. Donc ça nous donne Dark Star avec Dr Folamour, Assaut avec Rio Bravo, bon ça c'est Halloween avec Psychose de Hitchcock, Fog avec Les Oiseaux, New York 97 avec Un justicier dans la ville de Michael Winner. Bon voilà, je compte pas la liste, mais c'est intéressant encore une fois ce dialogue et il s'en explique où voilà il argumente. Parle-nous peut-être aussi de toi, tes rencontres avec Carpenter et voilà de votre relation aussi. Les rencontres avec Carpenter, en fait, elles commencent au tout début, puisque quand on a le projet avec Luc d'écrire ce livre sur Carpenter, on a l'idée, mais vraiment un soir ça vient, on se dit tiens, et si on essayait d'avoir un entretien avec Carpenter, mais à l'époque on n'est rien, on est à la fac, on écrit dans l'écran fantastique tous les deux. C'est les deux choses qu'on fait en commun d'une certaine manière. Et on se dit mais Carpenter, un entretien, voilà, il y aura autre chose à faire, etc. Et puis à l'époque, j'arrive à récupérer le numéro de fax de sa boîte de prod. Voilà, il y a encore des fax à l'époque. Et j'écris je lui écris une lettre en lui expliquant qui on est, ce qu'on veut faire, etc., etc. Mais comme on enverrait une bouteille à la mer, convaincu que Carpenter ne répondra même pas, quoi. Et puis une journée et demie après, je reçois un fax de sa main, il écrit, etc. Il me dit ça sera avec grand plaisir, venez me voir, JC, etc., etc. Je lui dis bon bah d'accord, ah ok. Et on est au moment où il est en train de faire la post-production d'Escape from LA. Donc on est 98 dans ces eaux-là. Et donc il nous donne rendez-vous dans les studios où il est en train de terminer le montage et de s'occuper de la post-prod de Escape from LA. Et c'est comme ça, donc on part à Los Angeles et on va y rester une semaine et tous les jours on va le voir et on le soumet, ce qui pour lui apparemment est douloureux, hein, à 1h30 d'entretien. Carpenter c'est pas quelqu'un qui fait des entretiens pendant 4-5 heures, il sature assez vite. Et voilà, au bout d'1h, 1h30, et puis pendant ce temps-là, il est en train de régler. Je me souviens, il était obsédé par la question de la séquence du basket dans Escape from LA, pour ceux qui l'ont en tête. C'était vraiment son obsession, enfin bref. Et donc on fait l'entretien, mais donc cet entretien, je me souviens à l'époque, il a vraiment tous les défauts des premiers entretiens qu'on fait. Je veux dire, les premiers entretiens qu'on fait, c'est en gros, est-ce que j'ai raison, point d'interrogation. C'est vrai, hein, c'est ça. Et donc on est là avec nos théories complètement délirantes sur Halloween. Je lui dis pas l'an de ça, mais c'est pas loin. Et donc là, il nous écoute, mais comme toujours, il a toujours été très amusé par la critique européenne. Ça a toujours intéressé Carpenter. Mais excuse-moi, je t'interromps, mais c'est vraiment dans cette tradition de la critique européenne, française, qui va voir qui fait l'exégèse du cinéma américain, et les cinéastes américains, ils disent c'est incroyable tout ce qu'on arrive à penser à partir de nos films, quoi. Non, mais il y a Howard Hawks, John Ford, William Wellman, c'est très célèbre, hein, c'est les gens qui ne répondent pas, enfin, jusqu'à cette phrase extrêmement célèbre de Bogdanovich, de John Ford, à Bogdanovich qui vient le voir en lui disant, il pose des questions extrêmement longues, et puis à la fin il lui dit que, voilà, et quand vous avez tourné ce plan, et l'autre lui dit avec une caméra, point. Et donc Carpenter, alors en même temps il avait conscience qu'on venait de loin, on était
vraiment deux jeunes qui arrivions de Paris. Il n'allait pas nous envoyer comme ça dans les orties. C'est-à-dire qu'il prend la peine de répondre, mais nous, on pose pas les bonnes questions, en fait. Parce qu'au début, on est beaucoup sur des questions de sens qu'on va voir un cinéaste. Voilà mon interprétation de cette séquence ou de ce film-là. Ce qu'il faut jamais faire. Mais quand on a 26, 27, on le sait pas. On y va, on bardé, on pense qu'on va assommer Carpenter de tout ce qu'on a réfléchi sur lui, etc. Et lui, ça l'amuse. Et voilà, tout simplement. Mais par contre, et peu à peu, au fil des rencontres avec lui, comme avec d'autres cinéastes, je commencerai à comprendre un peu comment les prendre. C'est-à-dire, c'est pas pourquoi, c'est comment. En fait, il faut poser des questions ouvertes et pas leur soumettre des interprétations qui les assomment, parce que en fait, c'est pas très intéressant pour eux. Et après, Carpenter a jamais été un client extraordinaire ces grands modèles, c'est Howard Hawks, c'est des gens. Mais parce que lui, il les a fréquentés en plus à la fac dans sa jeunesse, les Ford, Wells et tout ça. Donc il sait ce que c'est aussi ce rapport par rapport à une sorte de maître ou quelqu'un qu'on admire. Lui, il était à UCLA, qui est USC, qui est à l'université de cinéma de Californie. Donc il avait comme prof par moment Orson Welles, Roman Polanski, Howard Hawks, quoi. C'est pas rien. Mais voilà, donc oui, il savait ça, mais il y a quand même un truc, comme tu disais, du rapport de l'européen à l'américain. Et moi, j'ai vu plusieurs fois Carpenter. Par la suite, soit quand j'étais à Los Angeles, où j'avais été sur le tournage, il m'avait invité sur le tournage de Vampire. Donc j'étais allé là-bas, j'avais passé, 2 semaines, c'était à Santa Fe que ça se tournait, en Nouveau-Mexique. Et donc voilà, il a toujours été comme ça, Carpenter. Ça l'amusait beaucoup, et au bout d'un moment, moi ça fait 10 ans, quand je vais le voir à Los Angeles, je lui pose plus de questions. Je vais pas le voir pour lui dire, tiens, une question que j'ai oublié de vous poser il y a 20 ans, quid de Prince of Darkness, etc. Et de cette manière, ça le repose aussi. Mais il y a qu'à voir l'évolution en fait de Carpenter même aujourd'hui. Il est devenu assez réfractaire aux entretiens. Il n'en donne pas beaucoup. Il est un peu particulier de ce point de vue-là. Faut le reconnaître. Mais ça reste intéressant. Mais y compris les entretiens. À un moment donné, moi je me souviens dans le livre, j'ai exhumé un entretien que j'ai découvert il y a quelques années sur YouTube. En fait, tu sais, l'entretien pendant le tournage d'Halloween. Carpenter, donc il est en train de tourner Halloween, il a à peine 30 ans, et donc on est dans les rues de South Pasadena à LA, et donc là, il fait une pause clope. D'ailleurs, pour les grands amateurs de Carpenter, il y a une séquence d'ailleurs dans Halloween où on voit la cigarette, enfin la fumée de la clope de Carpenter. Ça, je pourrais vous le dire, mais c'est vraiment. Je vais pas poser de questions là-dessus, bien sûr. Et en fait, et donc il y a une télé locale qui vient le voir. Et donc il est dans la catégorie jeune cinéaste qu'on va voir. C'est quoi ces nouveaux qui arrivent là? Il avait fait Assaut, il prépare Halloween, mais quand il fait le tournage d'Halloween, tout le monde pense que c'est une série Z, rien du tout. Il va rien se passer avec ce film-là. Et Carpenter, à l'époque, répond de façon extrêmement franche aux questions que lui pose ce journaliste. Il lui dit alors, qu'est-ce que vous avez pensé des derniers films de George Lucas, d'Altman? Et il dit c'est nul. Il dit c'est nul. George Lucas, on voit qu'il n'a pas le contrôle sur ses films. Robert Altman, c'est le bordel. En fait, on comprend rien, c'est le marais. Il dit je pense même pas que c'est un grand cinéaste ou autre. On est en 78. Bon, et donc il y va franco en fumant sa clope, en pensant pas du tout être désagréable d'ailleurs. C'est aussi une époque où il y avait une parole moins filtrée. On pense pas être désagréable. En même temps, ce qu'il dit, c'est un peu sanglant quand même. Non, mais Robert Altman en 78, il s'en fout du point de vue de jeu de Carpenter. Oui, tout à fait. J'espère pour lui. Et d'autant que Robert Altman en 78, il sort son âge d'or. C'est complètement fou. Il a quand même réalisé McCabe, Nashville, 3 femmes, Le Privé. Enfin, c'est fou. Mais Carpenter. Et donc, en écoutant cet entretien, je me suis dit il y a toujours 2 façons de réagir par rapport à ça. Soit on se braque et on se dit quel con ce Carpenter. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Je veux dire, Altman est un cinéaste génial et lui ne comprend pas pourquoi c'est un cinéaste génial. Donc, si on met ça de côté, c'est jamais très intéressant. On se dit, mais alors finalement, qu'est-ce que ces réponses de Carpenter, précisément sur Altman et George Lucas, racontent de son cinéma à lui? Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Et je me suis dit, ce qu'il racontait sur Altman, en fait, ça a débloqué un truc dans ma tête en me disant, mais qu'est-ce qu'il aime pas chez Altman? Si j'arrive à identifier ce qu'il aime pas chez Altman, je comprendrais quelque chose un peu mieux de Carpenter. Et en fait, ce qu'il aime pas chez Altman, c'est le sentiment de confusion, de chaos. La complexité. La multiplication des possibles. Altman, c'est quelqu'un qui part d'une situation et à la fin, la situation s'est tellement dépliée que plus rien n'a de sens. Mais il appartient aussi à une génération qui, justement, considérait que donner du sens à une situation ou à un film, c'était, d'une certaine manière, jouer l'ordre bourgeois. Le monde n'a pas de sens, pourquoi lui en donner un dans les films? Ça, c'est vraiment un truc des 70s. Et Carpenter, lui, il vient en mi-temps, fin des années 70, il est déjà plus cette génération-là. Et lui, ce qu'il déteste, c'est ça. Et je me suis dit, finalement, c'est quoi le contraire de la confusion? En fait, c'est la clarté.
Hein, c'est quoi le contraire du flou? C'est la netteté. Et je me suis dit, ça c'est tout Carpenter. C'est quelqu'un qui est obsédé par, comme on dirait en BD, la ligne claire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va tenter dans tous ses films de clarifier précisément où sont les bons, les justes, où est le bien, où est le mal, hein, jusqu'à cette ligne La question du mal. de village et d'année, qui est peut-être sa version la plus pure de ça. Hein. On trace une ligne sur la route, là c'est bien, là c'est pas bien. Et en fait, tout le cinéma de Carpenter, c'est comment arriver, du point de vue de la mise en scène, du récit ou autre, arriver à une forme de netteté des enjeux. C'est presque des et purs de clarté, aussi. et des purs. Mais tout son style va avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que dire ça et voilà, il cherche une netteté des enjeux ou des situations, etc. Et en même temps, voilà, un cinéaste qui pourrait avoir un style un peu fouillis baroque, ça n'irait pas. C'est qu'en fait, tout converge. C'est-à-dire que la vision de Carpenter, son idéologie, son style ou autre, c'est arriver à la fin à ramener le problème à une donnée ou deux. Et moi, c'est ça qui m'a toujours fasciné dans les films de Carpenter. Enfin, son génie des ouvertures. Quand on voit les séquences de Carpenter, voilà. Mais je pense que pour n'importe quel critique, spectateur ou aspirant cinéaste, tout le monde rêve de pouvoir arriver à la précision du style de Carpenter. C'est que quand on voit un film de Carpenter, on a toujours le sentiment que le plan ne pourrait pas être autrement. Tout simplement. Alors on n'aime pas, là n'est pas la question, mais ça peut pas être autrement. Et je connais pas beaucoup de films où on se dit, voilà, là il aurait bougé la caméra de 10 cm, là un peu plus haut, un peu plus bas, là il coupe pas au bon endroit. Carpenter, c'est une horlogerie, mais parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement clair dans sa tête. Et je pense que il a voulu faire le contraire de Robert Altman, qui dépliait vers une sorte de chaos maximal, parce que pour lui, politiquement, le chaos était plus juste à l'égard de l'état du monde qu'un ordre factice. Carpenter, qui est obsédé par 2-3 questions, dont la question du mal, il se dit non, il faut revenir à une forme de clarté. C'est qu'on est c'est le truc de ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Voilà, une idée. Et en fait, il croit. Et les mots pour le dire. C'est le côté très Spinoza, qui croit que une idée juste est une idée claire. Si on n'est pas clair, c'est qu'on n'est pas juste. Voilà. Mais alors, encore une fois, on peut être ou ne pas être d'accord avec ça. Mais il y a vraiment ça chez Carpenter. Et moi, je trouve que quand on voit ces films, même il y a 25 ans, moi, ce que je dis là, je l'aurais jamais dit. C'était pas suffisamment clair dans ma tête. Je comprenais des trucs, mais pas tout. Et quand on comprend pas vraiment, on bourre de références. On n'a pas une idée, mais 20 micro-idées. Hein, on connaît ce truc du travail universitaire. En fait, nous-mêmes, on produit du brouillard. Du brouillard avec plein de références, plein de notes de bas de page, etc. Puis à la fin, quand le lecteur a lu, c'est quoi l'idée? Moi, je suis hyper attaché à ça. En fait, quand tu fais un livre, c'est pareil. Si au moins tu as retenu une idée, tu as été à peu près clair sur un truc. Et Carpenter, il est vraiment comme ça. Et voir ses films, c'est un délice du point de vue de la mise en scène, d'une certaine manière. Et je pense que là où ces films commencent à être moins intéressants, je pense grosso modo à partir de Vampire, en tout cas c'est mon point de vue. Et prenons un exemple comme un film comme Ghost of Mars, qui date de 2000, on est en 2005 dans ces eaux-là, Ghost of Mars. Là, je vois tout de suite, en fait, dans la mise en scène de Carpenter, combien cette espèce de rigueur s'est un peu évaporée. Au-delà même 2001. Au-delà même de ce qu'on peut penser du film en réalité, mais d'un seul coup, la mise en scène est un peu moins précise. Il y a des fonds enchaînés dans tous les sens. Commence à arriver des jumpscares à non plus finir. Toutes ces choses qui sont un peu des pansements en réalité, où on sent que Carpenter, c'est pas qu'il est moins précis, c'est qu'il est moins affûté, il a moins envie. Ça se sent dans le film, tout simplement. Et donc il suffit de voir, quand on voit Assaut, Assaut, c'est un film, vous avez tous vu Assaut parmi vous? Qui n'a pas vu Assaut, surtout? Il est Alors, seul, il y a une place de libre devant. Elle vient de se libérer à l'instant. Mais quand on voit Assaut, en plus Assaut c'est un film de 67, c'est son vrai premier film professionnel. Il a fait Dark Star avant, mais qui est entre films d'études. Voir un film comme Assaut, c'est quand même aujourd'hui encore, 50 ans plus tard, c'est complètement fascinant de voir la sûreté du bonhomme. Et c'est un film qui a marqué beaucoup d'aspirants cinéastes. Vous en parlez avec, avec Gans, avec Boukrieff, avec Florent Emilio Cyr, etc. Tout le monde un jour a rêvé dans sa vie que son premier film ressemble à Assaut. Je veux dire, film fait, alors là pour le coup avec même pas $300 000, rien du tout, mais avec un tel sens de la mise en scène et du récit. Enfin moi, pour ceux qui l'avaient pas vu, vous pouvez partir et le voir tout de suite. Non, mais c'est vraiment, c'est un film prodigieux où on comprend exactement ce que c'est que quelqu'un qui a les idées claires et qui va tout faire passer par la mise en scène. Assaut est très impressionnant, et toujours ce côté épure dont tu parlais. Carpenter, c'est vraiment le cinéaste de l'épure.
obscur. C'est pour ça, je termine avec ça, que L'Antre de la folie est un film qui m'a toujours un peu posé problème. Hein, si je suis honnête avec moi-même, puis non, je suis trop vieux pour plus l'être, donc je peux l'être. Et parce qu'on voit bien que c'est un script qui à l'époque était écrit par Michael Duluca, qui est quelqu'un qui sort du côté méta, on est dans le moment Scream grosso modo, et ça c'est quelque chose qui va pas à Carpenter, ça. C'est-à-dire cette espèce d'accumulation, de confusion d'intrigues, de méta, de sous-extraits, etc. C'est pas ça Carpenter, c'est tout le contraire. Et L'Antre de la folie est pour moi un film qui marche à deux têtes, quoi. D'un côté le désir d'un scénariste qui adore le méta, il vient de voir Scream, etc., toutes ces choses-là, et puis Carpenter qui est pas du tout là-dedans. Et je pense que L'Antre de la folie est un film encombré, d'une certaine manière, par rapport à ce qu'est le grand cinéma de Carpenter. Alors, j'ai envie de faire circuler le micro aussi, donc préparez vos questions, prenez votre temps. J'ai toute ma liste de questions, mais que vous participiez évidemment. Tout le monde participe à la discussion. Non, alors j'hésite parce que je voulais t'embarquer sur Carpenter et Kubrick parce que je trouve que tu ouvres aussi ton ouvrage là-dessus. Et là, bon, tu m'embarques sur Attaque, donc il y a Hawks qui me tire par la manche aussi. Vas-y, aide-moi. Bon, je vais t'aider. Non, mais Kubrick. Alors le cas Kubrick, c'est vraiment quelque chose qui est venu, mais pour le coup, sans même y réfléchir. En fait, je réfléchissais à la différence où, non pas entre Kubrick et Carpenter, mais l'importance qu'a été 2001 dans l'histoire du cinéma et pour tout le monde, hein, et puis l'importance qu'a eu en tout cas pour ma génération et peut-être aussi après, un film comme The Thing au tout début des années 80. Et en fait, en y réfléchissant, donc voilà, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, mais finalement, The Thing s'installe dans le contre-champ de 2001. Et c'est un peu ce que je raconte au début, c'est que je pense que 2001 est un film qui a à la fois fasciné et énervé John Carpenter à la fin des années 60 quand il est étudiant. Fasciné parce que comment ne pas être fasciné devant 2001, bon évidemment, et énervé parce que en fait c'est un film qui se disait comme, je parle de 2001, comme un film en gros qui allait révolutionner le space opéra ou la science-fiction au cinéma, qui allait faire rentrer d'une certaine manière l'intelligence dans le genre, qu'il allait enfin accéder à son âge adulte par ce film-là, avec le désir de Kubrick d'être toujours prendre un genre et le terminer d'une certaine manière. Bon. Et Carpenter, lui, il vient de la série B. Il a été biberonné à ça, à Jack Arnold, voilà. Voilà, puis Jack Arnold, et encore, Jack Arnold, c'est presque le plus auteur de tous, mais je veux dire, des films comme Crawling Guy, Monolith Monster, enfin, tous ces petits films des années 50, il a aimé ça, il a adoré ça, et y compris des films plus ambitieux comme Planète Interdite, Le Jour à Terre s'arrêta, enfin, il y a eu énormément de films, et donc il voit un film qui sort, qui lui dit grosso modo, avant, aucun intérêt, c'était vraiment tout pour les enfants, là, moi, je vais enfin faire rentrer l'intelligence et la réflexion dans le genre. Et je pense qu'elle a ultra braqué ça, Carpenter. D'ailleurs, la prochaine fois que je le vois, je lui dirai très directement, maintenant vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez de 2001. Mais je pense que ça l'a braqué en disant, oui, mais parce que l'intelligence était déjà là avant 2001. C'est pas ça qui se joue dans 2001. Et surtout, que la hauteur de Carpenter, disons que l'endroit où il allait mettre sa caméra, il voulait la mettre dans le contre-champ de 2001. Donc 2001, c'est à l'époque, quand le film sort, c'est un film qui adore tout le Gotha hollywoodien. Les intellos de la côte est et de la côte ouest, les étudiants, en plus c'est à l'époque où on fume pas mal, etc. Bon, Carpenter dit, mais moi en fait quand il fait The Thing, je pense qu'il a dans le fond de sa tête le désir de faire un 2001, c'est un peu ce que je dis là, je sais plus, pour les camionneurs du Midwest, en disant, ce qui m'intéresse c'est de faire un film à hauteur d'homme, selon l'expression consacrée, et pas à odeur de super intelligence artificielle que quand on voit 2001, je veux dire, le seul personnage sympathique c'est Al 9000, grosso modo. Bon. Et lui, d'autant que il y a évidemment, et comment est-ce qu'il va jouer ça? Alors si vous pensez à 2001 et The Thing, c'est très impressionnant tous les effets de comparaison, la station spatiale, la base, évidemment le travail sur le silence d'un côté, le blanc de l'autre, c'est vraiment deux films complètement jumeaux. Et puis arrive ce moment où moi j'ai toujours été très intrigué par cette séquence au début de The Thing, pour ceux qui s'en souviennent, lorsque McCready, donc Kurt Russell et Dr Cooper arrivent dans la station norvégienne qui s'est fait déjà massacrer. C'est très bien, et ils arrivent devant une espèce de sarcophage qui est en fait une empreinte vide de quelque chose. Et je me dis, mais ça, voilà, c'est le moment où Carpenter, c'est son acte manqué. Il nous dit, voilà, ça c'est mon 2001 à moi. C'est mon monolithe. Autrement dit, c'est l'anti-monolithe. C'est-à-dire que même d'un point de vue strictement formel, c'est vraiment ça. Si ce n'est que Carpenter, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché le monolithe. Il lui dit, non, moi, on va regarder en bas le monolithe et on va pas être comme des cons, être toisés par une intelligence artificielle supérieure. Et c'est hyper intéressant parce qu'à partir de là, on comprend toute la différence entre The Thing et 2001. Et surtout, on comprend que
il y a eu des débats sur 2001, vous y participez peut-être, hein, sur le côté qui est la chose à la fin. Moi, depuis que je suis petit, j'ai l'impression qu'on me demande mais c'est qui la chose à la fin. Bon, j'en sais rien. Est-ce que c'est un des... Vous avez tous en tête la fin, hein, Child, McReady, oui, mais il y a le whisky, oui, mais regarde son œil, oui, mais regarde la laine, etc. Donc vous avez sur Internet, il y a encore aujourd'hui des forums qui discutent à n'en plus finir, etc. Bon, moi, je trouve ça hyper sympa, hein. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que je pense que ce qui a intéressé Carpenter, c'est de se dire aussi que, au fond, ces questions-là qu'on se pose à la fin de The Thing n'empêchent pas de comprendre la puissance, de comprendre l'histoire que ça a raconté. C'est près des cerises sur le gâteau à la fin. On peut décider qui est la chose ou pas, mais franchement, c'est pas ça qui va changer le sens du film. Alors que dans le cas du monolithe de 2001, oui. D'où les interprétations, etc. Et c'est une sorte de test d'intelligence. Et moi, ça m'avait amusé de voir que The Thing commence avec Controussel, son verre de whisky devant un ordinateur, qui dit tout de suite 2001, c'est pas pour moi. La test d'intelligence, le jeu d'échecs, il fait une partie d'échecs et tout ça. Verre de whisky dedans, c'est fini, on est passé à autre chose. Et donc ça, et quand on compare les deux, je me suis dit, finalement, 2001 était un film très important pour Carpenter parce que ça lui a donné, en fait, de quoi penser contre. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'aristocratie spatiale de Kubrick face au prolo de The Thing. C'est les blue collars. Et on voit qu'il est dans le contre-champ en permanence. Quoi, hein. Ils voient des émissions de télé, des shows télévisés complètement idiots, ils fument des joints, ils sont en patin à roulettes, c'est le bordel dans cette espèce de station, etc. Quand on va à la station spatiale de 2001, c'est autre chose. Quand même. C'est vrai. Et on voit que Carpenter, systématiquement, je ne suis pas en train de dire qu'il a fait The Thing contre 2001, mais il avait, parfois on fait des très grands films contre. C'est important de savoir ce qu'on ne veut pas faire, c'est ce qu'on se racontait tout à l'heure autour d'Altman. Et je pense que Carpenter, il est très... il sait ce qu'il n'aime pas. En fait, il sait contre quoi il faut tourner, même s'il l'a jamais dit. Il n'a pas dit, voilà, je suis allé contre 2001. Alors que Dark Star était une pochade, pour ceux qui l'ont vu, hein, qui était un peu qui s'amusait avec Dr. Folamour. Donc la relation Kubrick-Carpenter, elle date pas d'hier, hein. Mais Dr. Folamour est quelque chose qui passait en fait pour Carpenter parce qu'il n'y avait pas l'esprit de sérieux qu'il y a dans 2001. Quand Slim Pickens se retrouve à chevaucher la bombe à la fin, bon là on est parti sur autre chose, quoi. Et ça plaît à Carpenter, cette espèce de côté un peu iconoclaste de certaine manière. Alors que 2001, c'est humour, quoi, voilà, 2001, ça déborde pas d'humour. Enfin, ça déborde de plein de choses, mais c'est pas. Mais c'est très bien parce que tu m'as fait ma transition avec Hawks à hauteur d'homme. Le fait d'avoir sa caméra à hauteur d'homme et à hauteur de groupe. Et ça, c'est quand même Hawks, c'est très important pour Carpenter. L'individu dans le groupe et la somme d'individus qui font un groupe provisoire aussi, ça occupe une partie de tes réflections aussi. En fait, là pour le coup. Et le film qui sélectionne aussi envers et contre tous, et seuls les anges ont des ailes. À chaque fois. Et c'est vachement touchant. Je trouve comme choix. Ce qu'il dit, c'est qu'on lui demande de programmer, quel que soit le sujet, ça rentre toujours pour caler ce film. Moi. Et non mais pareil, voilà, Hawks, ça c'est caractéristique, c'est que Hawks. Et c'est Hawks contre, pardon, je t'interromps, mais Hawks contre Ford. Ouais, enfin c'est plus compliqué. Non mais d'abord parce que Carpenter préfère de très très loin Howard Hawks à John Ford. C'est pas que l'un est meilleur de l'autre, c'est que l'un parle une langue qu'il comprend parfaitement. Tout à fait. Et l'autre, voilà. Et en fait, on se dit, en fait, on met du temps à comprendre ça, parce qu'à part le côté l'équation Asso Rio Bravo, bon, d'accord. Bon, mais en fait, après, il faut passer un peu de temps à voir les films de Hawks et à comprendre dans le fond, en fait, ce qui touche Carpenter. Et tu disais, oui, effectivement, la question, enfin, la hauteur d'homme. C'est-à-dire que les films de Hawks, c'est des films à hauteur d'homme. Ça veut dire à hauteur d'enjeu humain, d'une certaine manière. Alors que ce qu'il reproche à Ford, c'est d'être un cinéaste, on pourrait dire, non pas bistique, mais plus catho, d'une certaine manière. En fait, il y a l'idée, tout simplement, chez Ford, que le groupe, le fameux groupe constitué, c'est une sorte de premier état d'une communauté et d'une nation qui feront l'Amérique. C'est le moment, on connaît tous ça par cœur, dans les films de Ford, ce moment où des gens d'obédience différente, d'origine différente, se regroupent autour du drapeau, lèvent les yeux vers le drapeau. Alors là, c'est le moment idyllique, utopique que veut filmer John Ford. Howard Hawks, c'est absolument pas ça. Howard Hawks, ça l'emmerde, quoi. Ça l'emmerde, c'est pas son truc. C'est pas son truc. C'est pas son truc. C'est pas que ça l'emmerde, c'est que c'est pas son truc. Carpenter, il y a une forme de mystique qui, peut-être on en parlera après, qui rentre autrement. Et Carpenter ne croit pas du tout, lui, au collectif. Absolument pas. Alors que Ford est un cinéaste. Mais il croit au groupe. Mais c'est pas la même chose. Oui. C'est-à-dire que Ford, il croit au collectif.
Parce que le collectif, c'est ce qui va faire nation, et la nation, c'est l'Amérique. Voilà. Donc quand le collectif va pas, c'est la catastrophe. Howard Hawks, c'est ce qui touche évidemment John Carpenter, c'est qu'il croit que les individus se mettent ensemble au nom d'intérêts strictement personnels, et qu'à un moment donné, ils vont conduire du bétail, enfin ils vont faire des actions où seuls les anges ont des ailes, l'avion au-dessus de la cordillère des Andes, au nom d'une tâche précise à effectuer. Et une fois que cette tâche est effectuée, chacun repart de son côté. Exactement. Et ça, c'est John Carpenter. Il y a des groupes chez Carpenter, c'est pas des collectifs. Hein. Il y a des groupes dans Jack Burton, dans Escape from New York, dans Assaut, ou même un petit trio ou un quatuor dans Assaut. Il y a des groupes qui se constituent, mais à la fin, une fois que la tâche est accomplie, et généralement la tâche c'est quoi ? C'est momentanément reculer le mal. Voilà. Oui, après c'est la grosse question. Voilà, c'est la grosse question, mais en fait, généralement dans les films de Carpenter, le groupe il a pour fonction, à son échelle, à un moment, de temporiser la présence d'un mal qui de toute façon est toujours là. On le fait reculer un temps. C'est vrai de Fog, c'est vrai de tous ces films-là. Mais une fois que cette mission elle est accomplie là, chacun repart de son côté. Il n'y a pas du tout un dessin ou un projet, d'une certaine manière, plus grand, ce qui est le cas des films de John Ford, où les personnages sont dépositaires d'un projet qui est beaucoup plus grand qu'eux. C'est pas du tout le cas chez Hawks et donc chez Carpenter. Et donc le héros de Carpenter, c'est quelqu'un qui est plutôt individualiste. Qui a des tendances anarchistes, qui croit absolument pas à la collectivité, donc il y a beaucoup de problèmes avec la politique, qui ne serait jamais un représentant. Ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant. D'où le lien. Bon, là, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais le lien, je pense que disons qu'il y a un cinéaste des débuts de Carpenter qui serait plus proche de lui, évidemment, que Ford c'est Peckinpah. Hein, je pense que quand il fait Vampire, les références à la Horde sauvage, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que voilà, des personnages un peu, non pas nihilistes, mais en fait désenchantés, qui ont conscience qu'ils appartiennent à un monde en train de disparaître, qui ne veulent absolument pas représenter le collectif, d'une certaine manière que le collectif et donc la politique dégoûtent. Enfin, Snake Plissken, c'est peut-être le héros le plus, de cette manière, le plus carpenterien qui existe. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est ça. Ceux pour qui c'est un peu brouillon, c'est Kurt Russell avec son bandeau. Voilà. D'accord. Et non, je dis ça parce que quand Snake Plissken, donc qui a tourné dans les deux Escape from New York en 97, 81 pardon, et Los Angeles 2013. Donc il a fait les deux escapes là, From LA et From New York. Quand il arrive dans le film, il y a une série de remarques qu'il entend sans arrêt, des gens qu'il va croiser dans la citadelle de New York, tourné à Saint-Louis dans le Missouri d'ailleurs, et pas du tout à New York, et dans Los Angeles, la Cité des Anges, on lui dit je croyais que tu étais mort. Bon, voilà, alors je croyais que tu étais mort, il y a toujours plusieurs niveaux. Il y a un, effectivement, on pensait que Snake Plissken, le personnage du film, était mort peut-être, mais c'est surtout je croyais que ce que tu incarnes en tant que héros du vieil Ouest, parce que le rapport au western est important aussi, était mort. Et d'une certaine manière, quand Carpenter, le premier film de Carpenter, il le réalise pas, mais il le coécrit, il en fait la musique, il le monte, etc. C'est la résurrection de Bronco Billy. Et donc le terme résurrection est hyper important. Ce qui fait que Carpenter est un drôle de cinéaste, peut-être qu'on en parlera sur la question politique. Petite parenthèse sur Seuls les Indomptés quand même de David Miller, sur ces personnages, ces cow-boys inadaptés, les personnages inadaptés à leur époque. Seuls les Indomptés, donc film de 63 avec Kirk Douglas, vous l'avez peut-être vu, film de David Miller. Il faut que vous voyez ce film, un film incroyable, surtout que avec cette ouverture où lui à côté de son cheval dans les champs, on ne sait pas, mais il y a un autre film qui commence exactement comme ça. Enfin, je raconte quand même l'histoire de ça sur les Indomptés pour ceux qui l'ont pas vu. Ça commence avec Kirk Douglas qui est avec son cheval. Il sieste, voilà, il est tranquille. Et on se dit on est parti dans un western. Douglas, l'homme qui n'a pas. Bref, on est parti dans un western. Et au bout de 2-3 minutes, il lève les yeux vers le ciel, on entend un bruit, et là, c'est un Boeing qui est en train de passer. Et on comprend que ce qu'on pensait être un film d'époque ou un western est en fait un film contemporain, et qu'il y a là-dedans, entre le Boeing et lui, il y en a un qui est pas vraiment à l'heure. Et donc, on a compris que c'était plutôt Kirk Douglas. Et alors je dis ça au passage parce que Alfredo Garcia de Peckinpah commence à peu près avec le même genre de séquence. Bon, je n'ai pas le temps de la raconter, mais revoyez le début et l'ouverture de Alfredo Garcia. On est quelque part au Mexique, dans un endroit absolument hors du temps. On pourrait être à la fin du 19e siècle, et puis d'un seul coup des bagnoles débarquent, et là on comprend qu'on est en 74 au moment. C'est exactement la même chose. Mais tout ça pour dire que le personnage type de Carpenter, oui, il a un côté anarchiste, totalement individualiste, c'est normal. Il croit pas au groupe, il croit pas au collectif, il croit pas à la politique. Pour lui, dès qu'il y a collectif, il y a corruption. En gros, c'est à peu près ça. Et c'est quelqu'un qui était aussi un personnage anachronique. Et ça, c'est important. Je pense que le personnage carpenterien type, c'est un personnage anachronique. C'est pour ça que
quand il fait Résurrection au Broncobili, le mot résurrection est très important. C'est pas quelqu'un qui a eu un rapport. C'était aussi pour ça qu'il aime pas trop Robert Altman. C'est son premier court-métrage. Hein. Oui, 70. Enfin, disons qu'il le réalise pas, mais en fait, il le réalise. Il l'écrit, il le monte, il fait la musique. C'est un film qui aura dans l'Oscar du meilleur court-métrage en 70, qui est disponible, qu'on a sorti nous d'ailleurs dans Make My Day, il faut oublier les Indiens. Non, ça m'a amusé pour le film de Robert Altman en supplément. C'est un peu cruel. Faut s'amuser un peu. Hein. Bah oui. Non mais regardez-le parce qu'en fait ce court-métrage a été restauré il y a pas très longtemps et c'est la première fois qu'on peut. On fait ce qu'on veut. Et c'est un film qui est sur Broncobili. Qui l'a vu parmi vous? Non. À vous, toi? Bon, alors. Il y a pas, enfin c'est un peu dommage, je vais pas le divulgacher comme disent nos amis québécois, mais c'est raconte l'histoire d'un jeune qui est d'ailleurs le joué par Crawford, qui est John Crawford, qui est le personnage qui jouait le rôle du jeune Nuke dans Eldorado de Howard Hawks en 66. Et il vit dans sa bulle amateur de western. Donc il vit à Los Angeles, mais il est toujours habillé en cow-boy. Il se déplace comme un cow-boy. Il va avoir des old-timers qui lui racontent de vieilles histoires, etc. Et surtout, il envisage la réalité comme appartenant au western. Donc quand il traverse la rue, pour lui c'est le bétail qui passe. Quand il croise quelqu'un, il pense que ça va être un duel qui va arriver, etc. Et donc c'est un film qui est en sépia, en noir et blanc sépia, et qui à la toute fin, je vous raconte pas, va passer en couleur. Bon, ce qui anticipe déjà le travail que fera Carpenter dans des livres 15-16 ans plus tard. Bon. Et c'est un film intéressant, Broncobili, parce que moi je pense que c'est un film qui répond. Mais alors, c'est pour ça que Carpenter est un cinéaste qui aime bien répondre à des gens, même s'il le dit jamais et même si ça c'est pas inscrit aussi clairement à l'image, il répond à deux films et surtout à un film qui est Macadam Cowboy, Macadam Cowboy de Schlesinger, qui est sorti un an et demi auparavant. Vous avez peut-être tous vu ce film avec John Voight, qui se couvre avec ce type joué par John Voight, qui se prend encore un cowboy, qui se regarde dans le miroir, etc. Il sort dans la rue et il est regardé comme une bête de foire. En fait, ce type est complètement anachronique. Et en fait, John Schlesinger, qui est un cinéaste britannique qui vient tourner son film aux États-Unis, on traite cette espèce de type de l'Ouest comme une pathologie dans l'Amérique contemporaine. Carpenter, il dit non, ça serait génial si tout le monde avait les valeurs du vieil Ouest. Et lui, il va filmer du point de vue de Broncobili, d'une certaine manière. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit que le western qui intéresse Carpenter, ce qu'on dit souvent, Carpenter, il western qui n'a jamais tourné western. Oui, c'est vrai. Et mais c'est pas n'importe quel western qui intéresse Carpenter, c'est pas le western des années 70. Peut-être aussi pour ça qu'il en voulait à Altman qui venait de faire Buffalo Bill. Carpenter, c'est un amoureux du western. C'est pas du tout, il a pas du tout un rapport iconoclaste au western, absolument pas. Si c'était que lui, ce qu'il aime, c'est le western classique. C'est le western d'avant la crise. Et moi, je prends comme borne Liberty Valance. John Carpenter, il est du côté de Lee Marvin et John Wayne, et pas du côté de James Stewart. Voilà. Quand la civilisation avec beaucoup de guillemets arrive, la loi qui sera adossée aux puissants, etc. James Stewart et son tablier en train de servir des plats, ça c'est pas John Carpenter. Et donc on voit bien que ce que va essayer de réactiver le cinéma de Carpenter, son rapport au western, si on est un peu précis, c'est un rapport au western classique que lui va, à partir de Assaut en 67, tenter de réactiver, mais lui-même Carpenter fait un geste qui est totalement anachronique à ce moment-là. En 76, faire un film comme Assaut en se disant mais moi je rêve que John Wayne, parce que Broncobili est un fan de John Wayne. Il a étudié John Wayne, et il disserte à n'en plus finir avec de jeunes filles qu'il rencontre qui sont l'époque Flower Power. Pourquoi est-ce que John Wayne porte son flingue si bas dans les films? Et donc Carpenter est un vrai cinéaste anachronique de ce point de vue-là. Et aussi parce que le western qu'il a voulu réactiver, c'est le western d'avant la crise, d'avant la critique ou sa mise en pièces par le nouvel Hollywood. Et on sent que c'est quelque chose que Carpenter a absolument détesté d'une certaine manière. Des questions, oui. Merci. Alors, j'ai pas encore lu votre livre, donc vous corrigerez si je me trompe. Voilà. Mais il me semble pas. Alors, en le feuilletant, il me semble pas que vous évoquiez ces derniers films. Alors, Ghost of War, Mars, dont vous avez parlé, et The World. Est-ce que c'est parce que vous considérez que dans les années 2000, il s'est un petit peu perdu, qu'il n'a pas passé ce cap finalement, à l'instar, et c'est assez drôle, c'est une réflexion toute personnelle que je me faisais, à l'instar de nombreux autres réalisateurs qui ont connu leur heure de gloire peut-être dans les années 80 et qui, passé le cap des années 2000, se perdent un petit peu. Je pense, alors je veux me froisser avec personne, mais je pense à
Tim Burton, Cronenberg, Woody Allen. Vous allez vous peut-être- faire lyncher à la sortie. Oui, je sais bien, mais et attendez, Et là, il a un pull marron. Ouais, Ça, pour ceux mais qui- je vais pousser le bouchon encore un peu plus loin. Je vais peut-être dire même malheureusement David Lynch, même si ça reste mon réalisateur préféré. Voilà. Non, mais Ça va être l'esclandre. je sais. Non, mais bon, on rigole, mais voilà, c'est pour savoir si justement ce cap, voilà, il n'arrive pas à passer peut-être ce cap des années 2000. Il s'est peut-être un peu perdu. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? pourquoi c'est pas dans le livre? D'abord, comme je le disais au tout début, c'est que j'avais envie de faire vraiment le livre que j'avais exactement envie de faire. Donc, aucune obligation de parler de certains films si j'en avais pas envie. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, attention, je précise. Hein. Mais c'était pas mon rapport à Carpenter. Et Ghost of Mars, c'est un film qui pour moi est un film pas extrême. Évidemment, je veux dire, il y a 15 ans, je vous aurais dit, ouais, quand même, on peut. Quoique non, parce que j'avais déjà écrit un article à l'époque dans une revue qui s'appelait Simula, qui s'appelait Ghost of John, à l'époque de Ghost of Mars. Donc voilà. Et je dirais presque par respect pour le grand John Carpenter, je vais quand même pas défendre Ghost of Mars comme s'il s'agissait de The Fog ou de The Thing. Voilà, mais bon. Et donc, j'ai pas du tout eu le désir par rapport aux 25 années écoulées, de rattraper le temps perdu en me disant tiens, je vais parler de Ghost of Mars, The Ward, etc., etc. Non, ça m'intéressait pas. Oui, vous me dites Carpenter ça me semble sauter aux yeux que la carrière de Carpenter. Moi, je vais vous dire, je pense que, donc je raconte peut-être un tout petit peu dans le livre, quand on est nous au moment de la post-prod à Los Angeles 2013, moi ça m'avait vraiment frappé parce qu'il a eu une maladie, Carpenter, à un moment donné, et on avait le sentiment qu'il vieillissait extrêmement vite. Je sais pas si vous vous souvenez, mais physiquement il y avait quelque chose qui allait pas, etc. Et nous, quand on va le voir avec Luc à Los Angeles, au moment de Los Angeles 2013, c'est la première chose qui me frappe, c'est ça. J'ai le sentiment d'avoir devant moi quelqu'un qui a 25 ans de plus que l'âge qu'il a vraiment. Hein, et à l'époque, il est pas si vieux, il a une cinquantaine d'années, je lui en donne 70. Et donc nous, je me souviens très très bien qu'on va voir, on l'a en projection privée dans les studios Paramount, le Escape from LA, parce qu'il fallait quand même qu'on puisse le voir pour commencer à écrire et en parler avec lui. Et moi, quand je vois Escape from LA, une petite voix me dit, mais elle me le dit encore aujourd'hui, que quand il le fait, il pense que c'est son dernier film. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un film testamentaire de quelqu'un qui se dit, il se peut que je survive pas dans un an ou 2 ou 3, donc ça sera mon dernier film. Et quand vous regardez Escape from LA, et je crois pas délirer, je pense vraiment que c'est un film qui sent le film testamentaire. Ça sent en tout cas, Carpenter doit penser dans un coin de sa tête que c'est peut-être le dernier film qu'il va faire. Et d'ailleurs, la toute fin du film, c'est le regard caméra de Kurt Russell qui nous regarde et qui dit Welcome to the Human Race. Il y a quelque chose qui se clôt là chez Carpenter. Et donc, je me dis, oui, effectivement, il va faire d'autres films après, mais ça, je m'en fous un peu. Je pense que artistiquement, en réalité, je pense que c'est là que le grand Carpenter s'est achevé. Hein. Et même Vampire, pour lequel j'ai plutôt beaucoup d'affection, là n'est pas la question. Mais je pense que artistiquement, ça s'est un peu détérioré. Alors après, il y a 1000 raisons qui expliquent ça. D'abord, la fatigue de Carpenter, de son état physique, la fatigue de Carpenter, le cinéaste, à lutter contre les studios. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en sort pas indemne. Carpenter, c'est quelqu'un qui a été dans le giron indépendant, qui a eu des succès. Dès qu'il y a un succès, un studio l'appelle, il fait un film pour un studio, c'est un échec, il est dégagé comme un balle propre, il retourne chez les indépendants. Quand on a fait ça 4-5 fois dans sa vie, on est épuisé. Hein, ça lui est arrivé après Jack Burton, ça lui est arrivé évidemment après The Thing, après les Mémoires d'un homme invisible, les Retours d'un homme invisible, etc. C'est intéressant le parallèle que tu fais avec Cimino aussi, Halloween, Je boule l'enfer, et The Thing, et La Porte du Paradis. Halloween lui permet, enfin comme toujours, hein, il va faire Halloween New York, va lui permettre de faire donc The Thing, film Universal à l'époque, plutôt gros budget, gros moyens. Et le pire, c'est que les films, ce qui n'est pas le cas complètement des Morts d'un homme invisible, avec lequel ça s'est très mal passé avec Chevy Chase, qui lui a imposé une voix off, enfin plein de choses comme ça. The Thing est un film parfait. Et je pense que rétrospectivement, c'est en tout cas moi je pense que c'est peut-être le chef-d'œuvre de John Carpenter. Donc le coup est d'autant plus dur que c'est pas un ratage. C'est-à-dire qu'en fait, il a pu faire exactement ce qu'il voulait. C'est-à-dire que Universal lui donne les clés et il va faire The Thing. Et il va même détourner, je pense notamment là on voit que c'est un film de Carpenter de A à Z parce que en fait, quand il va faire The Thing, Carpenter, comme à son habitude, se dit je vais faire la musique. Mais comme il a un peu d'argent, il se dit il se prend pas pour un grand compositeur, mais il considère Carpenter qu'il fait la musique qu'il faut pour ses films. C'est pas exactement la même chose. Hein. Et donc il a un peu d'argent et donc il appelle une de ses idoles qui est Ennio Morricone. Et Universal a de quoi payer Ennio Morricone pour faire la BO de The Thing. Et ce qui est assez intéressant,
En fait, Carpenter m'avait fait écouter des premiers états de la BO de Morricone, et Morricone fait du Morricone. Enfin, Morricone, truc un peu mélodieux, etc. Et pour The Thing. Hein. Et Carpenter est très respectueux à l'égard de Morricone et essaie de lui faire comprendre avec toute la politesse possible que c'est pas exactement ce qu'il veut. Un peu plus d'épure. Un peu plus d'épure. Et petit à petit, il va bosser avec Morricone, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait Morricone ? Il fait du Carpenter. Il fait boum boum, boum boum, boum boum. Et une nappe qui court pendant tout le film. Donc c'est assez génial, c'est qu'ils sont allés payer Morricone pour faire un truc que Carpenter aurait pu torcher en 4 jours. Mais bon, c'est comme ça. Tout ça pour dire que on voit que sur The Thing, Carpenter a vraiment la main intégrale. Et le pire, c'est que bon, après, on connaît cette histoire-là. Est-ce que le film ne sort pas au bon moment, le début des années 80 ? Est-ce que c'est l'humeur pour ? Enfin bon, on connaît ça par cœur. C'est une année assez incroyable d'ailleurs, la The Thing, au niveau de Alien. Il y a 5 films. Alien, qui sont... c'est 79. Non, E.T., je dis bêtise. E.T., Blade Runner, tout ça. Il y a tout. Il y a quand même toute une galaxie. Mais 79, 81, 82, c'est pas complètement la même chose. Déjà, il y a un nouveau président qui est arrivé, il y a un nouveau type de film qui arrive. Les années 80 qui vont devenir un des sujets de Carpenter dans les années 80. Les années 80, enfin, deviennent le sujet de Carpenter dans les années 80, notamment à travers 2 films que moi, tu vois, à l'époque, j'avais peu ou mal traité, en deux mots, qui étaient Zélive et surtout Christine. Tu fais tout un chapitre sur Christine. Tout un chapitre sur Christine, parce qu'en fait, au fil des années, je me suis dit, en fait, Christine est un film absolument formidable. Attends, je tiens le petit alors ça, pour c'est monsieur. Pour The Live, voilà, il y a quand même Obey, Stay Asleep, voilà. Voilà, et en fait, ça c'est quelque chose typiquement que j'avais absolument pas capté il y a 25 ans. C'est-à-dire que l'idée en fait que l'un des grands sujets de Zélive et de Christine, c'est pas tant une voiture qui tue, voilà, la Plymouth Fury de 57, ou alors les Youpi Riganiens, bon d'accord, que la question des années 50 qui redeviennent un modèle dans les années 80. Le dialogue entre les années 50 et les années Riganiennes. Ça, il y a 25 ans, je t'avouerais que Christine, je le vois absolument pas. Et puis petit à petit, un jour, je me suis dit, mais Christine ne parle absolument que de ça. C'est la dimension critique de Carpenter à l'égard de sa décennie à lui des années 80. C'est l'anti-American Graffiti, quoi. C'est l'anti-American Graffiti, mais c'est l'anti-tout. C'est-à-dire c'est tous les films des années 80 qui sont tous fondés, bon, on va pas refaire l'histoire, mais quand Reagan est élu, son slogan, c'est le même que Donald Trump, il va lui reprendre d'ailleurs, Make America Great Again. C'est le revival des années 50 comme l'âge d'or qu'il faut retrouver, en passant par-dessus une quinzaine d'années qui ont été très problématiques, qui ont été les années 70. Alors ça fait un peu mal quand même. Et donc les années 80 se construisent contre les années 70, grosso modo. Et même à la fois se construisent contre et se construisent dans le désir de les oublier. C'est presque un rapport amnésique à ça. Et évidemment, et c'est intéressant parce que quand Carpenter il dit ok, les années 80 dans le cinéma américain, c'est le revival des années 50. Là, je cite un bouquin de Jameson qui avait écrit des choses absolument passionnantes là-dessus, prenant comme exemple Dangerous Auto Rapport de Jonathan Demme et Blue Velvet de David Lynch. Et il dit finalement un film comme le film de Demme c'est vrai pour Christine ou Zélive, ce sont des films qui ont dans la ligne de mire les années 50. Comment critiquer les années 80 dans les années 80 ? C'est problématiser le rapport très bizarre des années 80 aux années 50, puisque on a le sentiment que les années 80, le Great Again, Great c'est quoi ? Enfin, ça veut dire que ça a été formidable à un moment, et dans l'esprit, une partie en tout cas de l'esprit américain des années 80, le formidable à un moment, c'est les années 50. Et Carpenter dit ok, on va voir ce que c'était les années 50. Et là il y va. Mais comme Fry Eastwood avec Un Monde Parfait, quelques années plus tard, une douzaine d'années plus tard, Un Monde Parfait, c'est aussi un film là-dessus, de certaine manière. Et donc Carpenter, qui lui, il est né en 48, Carpenter, il est gamin dans les années 50, puis il est gamin dans le Kentucky. Le Kentucky, je sais pas si vous voyez où c'est en bas des Appalaches, c'est le sud-est des États-Unis, c'est quand même l'endroit, on n'est pas loin de la Chattanooga River de délivrance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et il y a aussi en contact avec un milieu, un environnement raciste. Raciste, oui, qui est vraiment le côté encore sudiste, encore confédéré, avec les lois de Jim Crow qui sont encore là, de ségrégation, séparatisme ou autre. Donc lui, le rapport qu'il a en tant que gamin Carpenter aux années 50, c'est pas exactement le Great Again des années 80. Et donc en fait, on voit bien que Christine et Zélive sont des films enragés.
en fait. Christine est un film enragé, en réalité. Mais Christine, c'est l'incarnation des années 50. Tu dis, ok, vous avez envie de désirer les années 50, elle arrive, elle s'appelle Christine, et on va voir ce qu'elle va faire. Et tout le film, en fait, est une espèce de mise en pièce de cette espèce de fantasme américain de l'époque, du revival des années 50, tout comme The Leave, d'ailleurs. Hein, et ce sont deux films, alors là, que je trouve absolument prodigieux de ce point de vue-là, et surtout, je dirais même dans The Leave, l'analyse politique que produit Carpenter. Si on dit The Leave, les extraterrestres et les yuppies, bon, d'accord, mais c'est pas très intéressant, bon, ça va pas très loin. Par contre, si on commence à se dire effectivement ce que va viser Carpenter dans les années, dans The Leave, c'est effectivement, ce sont les années 50 qui reviennent, ça ce sont toutes les soucoupes volantes, enfin tous ce qui émerge, le monde extraterrestre dans The Leave a l'air complètement anachronique et caduque. Quand vous voyez ces soucoupes volantes, les montres pour disparaître, on se croirait dans un film fauché des années 50. Et là, c'est génial, le coup de Carpenter. Un mauvais cinéaste aurait dit non, il faut que ce soit crédible. Non, il faut que ce soit ridicule. Parce que les années 50, c'était ridicule. Ouais. Et donc, le danger qu'on est en train d'affronter dans les années 80, nous, c'est un danger qui vient des années 50. Et ce danger, il est ridicule. Il fait rigoler. Et ça, je dis ça parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la nature. Subversive. Où elle se logeait précisément, cette nature subversive. Et je l'ai compris par ça en me disant, et notamment l'humour de John Nada dans The Leave, Roddy Piper, donc catcheur, etc. Dans les années 80, ça me gênait un peu. C'est le côté coup de coude, la connivence. Moi, j'étais saturé dans les années 80. Le catcheur, quoi. Mais même dans tous les films d'action des années 80, il y avait cette idée que on dévissait quelqu'un et juste après, on avait une blague à l'attention du spectateur. Il n'y a rien de plus immonde au cinéma que la connivence à l'égard du spectateur contre les personnages. Et je avouais que Roddy Piper, ça me gênait un peu, les blagues qui sortaient sans arrêt. Et un jour, j'ai compris, parce que j'étais un peu trop idiot à l'époque. Un jour, j'ai compris qu'en fait, finalement, il démonétisait la menace des années 50 en en faisant quelque chose de laid et de ridicule. Et que la puissance politique de The Leave, c'est que les yuppies, une fois qu'ils sont démasqués, et le matériel extraterrestre, en fait, c'est laid et ridicule. Et c'est comme ça qu'on peut réagir. Mais d'ailleurs, le personnage le dit. Vous êtes laid, vous êtes... Et il répète plusieurs fois. Autrement dit, il nous dit, dans les années 80, en fait, il suffit juste quelque chose pour démasquer la laideur du monde contemporain. Et ça, c'est une critique que je trouve géniale, parce que c'est une critique, on pourrait dire, à la fois esthétique et politique. Il dit, c'est vrai que c'est un monde très très laid, quoi. Les années 80, c'était vraiment très laid. Et donc, il nous balance ça. Et surtout, le rire permet de pas être, et ça c'est important par rapport à tous les films de Carpenter, c'est un rire qui permet de ne pas être tétanisé par le mal ou l'autre. Parce que quand vous êtes devant Michael Myers, vous n'avez pas envie de rigoler. Enfin, en tout cas moi. J'imagine que vous baladez, il arrive avec son masque. Non. Mais en fait, cette espèce de mal qu'il a beaucoup traité, cette peur, elle tétanise la réaction. d'une certaine manière. Et là, en riant, en mettant à distance ou en ne prenant pas au sérieux les extraterrestres, de cette manière, il donne l'arme politique aux gens de lutter contre. Et ça, je trouve ça extrêmement d'ouvrir intelligent. les yeux. Et c'est pour ça que The Leave est un film qui est beaucoup plus. Après, on pourra en parler des heures. Et notamment, j'ai passé longtemps, des années à comprendre cette fameuse phrase que Carpenter nous avait dite en disant The Leave, c'est un documentaire, pas une fiction. Oui, tu en parles aussi. Ça m'a beaucoup intrigué très longtemps, cette question-là. Alors on peut se dire oui, ça veut dire que ce qu'il nous dit, c'est que les yuppies sont les métaphores, les métaphores des yuppies des années 80. Ouais, mais c'est pas très intéressant. Bon, il y a peut-être autre chose dedans. Et j'ai mis énormément de temps à comprendre que Carpenter voulait dire le contraire, et que c'est précisément parce que c'est une fiction, c'est un documentaire efficace. En fait, bon là je suis un peu rapide, mais voilà. Faut acheter le livre pour l'exégèse. Bonsoir. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une précision. Une fois que j'ai vu tous les films de Carpenter et je vois ce héros carpenterien, là, justement, du sorte de cow-boy un peu Splitsken, et puis j'ai pensé aussi à celui-là, là, dans The Leave. Et je pense que j'étais embêté sur le terme anarchiste, parce que moi, à la fin, maintenant, avec le temps, j'ai presque 50 ans, je me dis, en fait, c'est pas un anarchiste. Non, c'est un libertarien, en fait. Alors, c'est là où il y a un paradoxe chez Carpenter, parce que tout ce que vous avez dit juste à l'instant, justement, pour nous faire croire qu'il peut aussi dévoiler des choses du monde. Et ces dévoilements des choses du monde sont plutôt des choses pas vraiment trumpistes, on va dire, ou pas vraiment reaganiennes. Mais ce que je me suis posé, c'est quand même Splitsken, l'individu versus le collectif. Moi, je me suis toujours dit, en fait, il n'en a rien à foutre du collectif, Splitsken à la fin, et c'est vrai.
On le voit dans le film. Et un anarchiste, c'est tout l'inverse. En fait, l'anarchiste, c'est l'individu parmi la société. Il va même recréer une communauté, l'individu, ce qu'avait espéré un peu les années 70, qui ne sont pas vraiment anarchistes d'ailleurs. Mais du coup, je suis un peu gêné avec le terme plutôt, anarchiste. C'est un truc qui me gêne aux entendeurs. Voilà ce que je voulais dire, mais il n'y a pas de combat linguistique. D'ailleurs, j'ai dit tendance. Voilà, c'est tout. Non, mais oui, mais voilà. Non. Libertarien, non. Chez l'anarchie, la loi est super importante. Et pour le coup, Carpenter, il aime la loi aussi, mais il aime l'ordre aussi. Bien sûr. Voilà. Non, mais je pense que Carpenter, il a quelque chose, en fait, qui est, quand je parlais tout à l'heure du western et du vieil west, c'est que c'est quelqu'un qui est objectivement un nostalgique de ça, tout simplement. Mais d'où le rapport à Peckinpah, si on veut. C'est quelqu'un qui est nostalgique de l'époque où le groupe se fondait sur quoi, fondamentalement? Sur des intérêts ponctuels et communs, et sur une même morale. Je cite, c'est Serge Danet qui parlait des films de Howard Hawks en parlant de la morale de mercenaire des personnages de Howard Hawks, et une même morale de mercenaire. En fait, c'est ça ce qui va unir à un moment donné les personnages, et ce qui fait d'ailleurs, on a souvent dit les personnages de Carpenter sont des anti-héros. C'est pas vrai. L'héroïsme est une notion qui bouge, qui est extrêmement fluctuante. Comment ça veut dire quoi être un anti-héros dans une société qui elle-même n'est pas héroïque? Donc il n'y a pas d'anti-héros chez Carpenter, c'est des héros d'un autre temps, d'une autre trempe, on peut dire. Et je pense qu'ils sont, en fait, c'est pour ça que la question, effectivement, anarchiste, libertarien, c'est pas ça. C'est vraiment la question du vieil Ouest, que en fait, c'est le moment où en fait des gens se regroupent ensemble. Attention, communauté non, collectif non. Ils font équipe, c'est-à-dire que c'est un truc tout bête, mais quand on est dans un groupe et qu'on le voit dans Assaut, on le voit dans différents films de Carpenter, on a le temps pour savoir de quel bois chacun se chauffe. Quand on est à la tête d'un collectif, on l'a pas. Alors à la tête d'une immense communauté, encore moins, etc. Et je pense que c'est ça qui caractérise le film de Carpenter. C'est vraiment, en fait, d'agir au nom donc d'une tâche très ponctuelle et précise. Est-ce qu'on est d'accord sur cette tâche-là aujourd'hui? Aujourd'hui, on évite que des hordes de gens un peu étranges rentrent dans le commissariat. On n'a que ça à faire ensemble. On n'est pas là en train d'écrire une charte, un programme général de société, etc. Non, il faut qu'on tienne la nuit et que demain matin, on puisse survivre et sortir vivant de ça. Voilà, c'est là le groupe. Donc c'est le groupe, en fait, il n'a jamais vocation à durer et à s'étendre et donc à faire société, peuple, etc. Parce que chez Carpenter, là, ça ne fait que produire d'une certaine manière de la corruption. C'est ça, à mon avis, le vrai principe du groupe. Et je termine juste en disant les codes d'honneur. C'est-à-dire qu'on voit bien que chez Carpenter, la loi, mais ça c'est pas le seul comme ça, mais la loi en fait au bout d'un moment c'est toujours adossé aux intérêts des puissants. Donc on se méfie de la loi terriblement. Un peu comme Capra aussi. Comme Capra, mais ça c'est un truc très américain. C'est vrai de Vidor, c'est vrai de Cimino, c'est vrai de Michael Mann dans des Mohicans. Enfin, on pourrait citer les exemples à non plus finir. Il y a le mot, la loi, elle est souvent regardée avec circonspection parce que la loi, elle est souvent liée ou en tout cas dirigée, créée par des intérêts qui sont des intérêts partisans. Donc la loi en tant que telle, ça ne veut rien dire. On préférera la loi personnelle. Et la loi personnelle, c'est d'une certaine manière le code d'honneur du vieil Ouest, avec ce que ça peut avoir quand tu dis qu'il choisit en regard de Escape from New York Death Wish. C'est pas inintéressant. C'est aussi d'une certaine manière la loi du talion aussi. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé donc des films avec lesquels Carpenter dialoguait, les réalisateurs, donc avant. Et maintenant, qui dialoguerait avec Carpenter? Honnêtement, je peux pas. Il y en a ou pas? Ouais. Je vous pose. Je pense que Carpenter en fait est un cinéaste qui a beaucoup compté pour plein de cinéastes. Voilà. Vous savez, par moi, il y a plein de films, on parlait, je sais pas, vous regardez It Follows. Il y a plein de films où on sent que Carpenter, il a été vu par de jeunes cinéastes, c'est pas uniquement américain d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure de Florent Siri ou Jean-François Richer qui a fait un remake de Assaut. Carpenter, mais au même titre que, en fait, on voit les films de Carpenter parce qu'on a le sentiment qu'ils détiennent un secret, un art de la mise en scène, un art du mouvement de caméra. Il y a aussi quelque chose. Carpenter, c'est quand même à la fois un immense cadreur et c'est aussi quelqu'un qui, en fait, d'une certaine manière, arrive à conjuguer toujours parfaitement l'utilisation, on pourrait dire, de l'image, d'une bande sonore. Donc c'est un modèle pour plein de gens, Carpenter. Donc je pense que Carpenter est dans les veines de beaucoup de cinéastes, et je mets complètement de côté les gens qui ont fait des remakes ou des reboots de ces films, The Fog, enfin The Thing, toutes ces choses-là, qui sont pas objectivement très intéressants. Oui, non, je pensais pas à ce genre de film, mais vraiment qui est dans l'ADN d'un réalisateur. Honnêtement, je peux pas vous dire. En fait, pour être tout à fait honnête, c'est une question qui m'a jamais vraiment intéressé. C'est-à-dire que la question où est-ce qu'il y a du Carpenter chez, du Cimino chez, etc.
Je veux dire, c'est des gens, vous voyez. Après, je crois que j'en parle un peu dans le bouquin, mais c'est vrai qu'il y a des cinéastes qui ont travaillé contre. Moi, j'aime bien ça. Parce que bon, dire je reprends un truc, ça, bon. Et je pense à Rob Zombie, par exemple, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore beaucoup d'ailleurs. Même bon, c'est compliqué le trajet de Rob Zombie, mais moi j'ai adoré ces 2 Halloween. Bon. Faut pas dire à Carpenter, il n'est pas d'accord, et puis comme toujours, hein, comme Argento aime pas le Suspiria de Guadagnino, enfin peu importe. Bon. Et je trouvais que c'était intéressant en fait ce que Rob Zombie faisait avec Halloween. Ça veut dire que il a compris John Carpenter, mais il préfère Tobe Hooper. Et donc il va faire tout un travail qui va être en gros comment est-ce que je peux ramener le personnage de Michael Myers des rives puritaines aux rives progressistes. C'est ça le travail que va faire Rob Zombie. Et ça, là, c'est un dialogue qui moi m'intéresse. Hein. Non, alors, vas-y Marc. Moi, je vais tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Non, je me posais une question. Il y a beaucoup d'éditions vidéo de Carpenter là, à vendre. Tu disais qu'en fait, tu es revenu à l'écriture parce qu'il y avait des choses que tu voulais revisiter. Tu as revu tous ces films. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque en édition vidéo ? Et est-ce que si tu avais carte blanche, quel film tu aimerais rééditer en vidéo ? Il y a beaucoup de films qui sont chez Studio Canal. Voilà. Ah bah écoute, non mais c'est pas forcément hyper sympa pour les collègues, non, mais en fait, tu vois. Mais oui, je pense qu'il y a un travail. Tu vois, je pense qu'un film comme The Thing, Christine a été un peu travaillée par Carlotta, ils en ont fait une espèce de coffret ultra collector ou autre. Mais oui, bien sûr, moi j'adorerais avoir une édition de The Thing un peu digne de ce nom. Et je parle pas en termes de 4K, UHD, ça je m'en fous. Je parle d'une édition avec un accompagnement éditorial un peu digne de ce nom, et je pense que ça n'a pas été fait. En fait, oui, il y a peu, mais même Zelive, même The Fog, enfin, je pense à peu près toutes les versions qui existent. Le travail éditorial reste en grande partie, à mon avis, à faire hein, sur la plupart de ces films, y compris sur des films comme Les Aventures d'un homme invisible, par exemple, où je sais pas, ses rapports avec La mort aux trousses. Il cite La mort aux trousses, etc., qui est là pour un film matrice, des films matrices, on pourrait dire. Et ça serait intéressant dans l'édition de ce film-là de revenir sur les rapports entre Carpenter et même Hitchcock. Moi, je revoyais l'autre jour, enfin peu importe. Par exemple, il y a une séquence dans Zelive au tout début du film, lorsque John Nada vient de découvrir la réalité, etc. Il prend en otage une jeune femme d'une chaîne de télé. Il l'amène chez lui à Beverly. Chez elle. Et il tente de la convaincre. C'est assez génial d'ailleurs. Hein. C'est comme quoi le documentaire ne sert à rien. Et c'est ce que voulait vraiment dire Carpenter. Moi, je pensais aussi beaucoup à Godard qui disait mais le vrai documentariste c'est Méliès, c'est pas Lumière. Je pense que c'est ça en fait Zelive. Et en fait donc pour ceux qui veulent creuser, il faut acheter le livre aussi, hein, parce que tu le développes aussi un peu. Non mais là d'un revers de main tu balances Godard, la chinoise. On oublie, c'est pas grave. Mais et donc il se trouve dans son appartement. Elle l'écoute de façon bienveillante. Elle a peur. Elle lui dit bon voilà, en gros je suis prêt à croire tout ce que vous allez me dire. Bon, la meilleure façon de convaincre quelqu'un qu'on y croit vraiment. Hein. Et il y a 2-3 plans absolument géniaux. Il y a un moment où la caméra remonte vraiment à la verticale sur la séquence, qui est une citation très directe du Psycho d'Hitchcock, au moment où Arbogast, le détective, va tomber dans l'escalier. Et là, on voit que Carpenter il connaît ses gammes parfaitement. Et donc, en passant à la verticale, quelqu'un qui a vu Psycho se dit « ça a mal tourné là ». Ça a mal tourné et on sait d'où vient la menace, c'est elle, et donc lui dégringole et on se retrouve 3 plans plus loin avec une citation très directe de La mort aux trousses, hein, la même chose, le même cadrage. Donc Carpenter c'est aussi un cinéaste cinéphile, pas dans le sens où il y a la citation, j'aurais pas dû dire citation, c'est pas le mot exact. Non. C'est que c'est quelqu'un qui est un amoureux des outils du cinéma, comment faire pour que on ressente de la peur, etc. Et évidemment Hitchcock il le connaît par cœur, et Zelive est rempli d'allusions au cinéma d'Hitchcock. Bon, j'en parle pas beaucoup parce que sinon après c'est un peu lourd, mais c'est assez passionnant à voir, de voir comment est-ce qu'on peut, parce qu'on analyse à n'en plus finir la séquence de l'escalier dans Psychose. Tout le monde a fait l'analyse plan par plan, la douche, voilà. On pourrait pas chacun la redessiner, etc. Je dis ouais, mais alors c'est assez beau quand un cinéaste comme ça, dans un film qui a priori n'a strictement rien à voir, reprend le cadrage et nous dit si vous avez aimé Psychose, vu Psychose, ou votre spectateur peut-être de façon inconsciente va
va comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un changement de rapport entre les personnages qui vient de se jouer par l'emprunt à Psychose. Je reprends sur une petite parenthèse ou un petit retour en arrière par rapport à la notion de groupe et aux personnages féminins aussi. Où il y a des personnages féminins très beaux, très Hawks, et où on retrouve dans, je pense à The Fog, je pense à New York, et il y a de très beaux personnages. Bah oui, alors ça c'est évidemment le rapport à Hawks, et puis c'est aussi le rapport. Enfin, moi je me souviens d'un article qu'avait écrit Nicolas Saada à l'époque de la sortie de Zélive dans les Cahiers en 88, ça devait être la fin 88. Je crois qu'il avait titré son article Les Sentinelles. Vous savez, les Sentinelles. Et tu en parles voilà, et ça pour moi c'est quelque chose de très important. C'est quoi être un héros carpenterien? Parce que oui, on a dit tout à l'heure la morale, voilà, les intérêts bien compris, le côté un peu old school, le vieil West, bon, qu'on a vu Snake Plissken ou Macready, on a pas l'impression qu'il était dans la garde-robe de John Wayne pour s'habiller avant de partir en Antarctique, quoi. Mais en fait, alors, un des personnages a le nom, c'est dans Assaut. Dante Chance, il est monté, enfin par le nom de tous les pseudos qu'a utilisé Carpenter pour nous mettre sur des pistes ou pas d'ailleurs, et notamment le Martin Quatermass. Qu'il écrit pour nous mettre dans Prince of Darkness, pour nous dire ma référence est Nigel Neal. Mais bon, il ne faudra pas commencer à rentrer là-dedans, sinon c'est trop long. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est quoi un héros carpenterien? Et là, je dis héros au sens générique, c'est-à-dire héros ou héroïne, peu importe, de Adrienne Barbeau à John Nada, en passant par Laurie dans Halloween. Et ben, c'est un héros, c'est un personnage qui voit pour les autres. Voilà. C'est exactement ça. Moi, j'ai mis du temps en fait à me le formuler un peu clairement. En fait, ce sont des gens qui sont des sentinelles, qui sont des vigies à l'avant-poste du monde par rapport à une humanité qui est généralement asservie, colonisée par des images industrielles, par le désir qui regarde la télé, qui regarde la télé, etc. They live. We sleep, c'est l'humanité. They live because we sleep. Exactement. Et pour être un héros de Carpenter, il faut sortir de la masse et être celui qui voit, et qui va voir pour les autres. Zélive est génial pour ça, le moment où, je ne sais pas si vous vous souvenez, où John Nada passe du camp de Justiceville, il a pas arrêté de regarder à travers des jumelles, on sent que c'est quelqu'un... Oui, les spectateurs. Oui, les spectateurs, mais déjà ça l'intéresse de voir. Il ne veut pas juste regarder, il veut voir. Un peu voyeur. Et puis un jour, il va franchir la frontière pour aller dans l'église, très symboliquement, où sont fabriquées ses lunettes. Et le héros d'un film de Carpenter, c'est un personnage, finalement, qui voit pour les autres. Mais voir pour les autres, ça veut dire que est-ce que tout le monde peut être le voyant de service? Réponse non. Donc il faut un certain nombre de qualités. Il faut être prédisposé, prêt à croire à quelque chose, y compris à des choses qui sont presque folles ou irrationnelles, d'où la veine fantastique du cinéma de Carpenter. Et on voit quoi pour les autres? Parce qu'on voit pas le marchand de glace, on s'en fout. On voit l'arrivée du mal. Marchand de glace en plus. Bien sûr. Mais dans Assaut, c'est un peu dur. Ouais. Mais voilà, on voit qu'en fait, le cinéma de Carpenter, c'est mettre en scène des héros qui sont des vigies ou des sentinelles qui sont à l'avant-poste du monde pour voir à la place d'une humanité endormie, en fait, l'arrivée du mal, et le mal a différents visages en réalité. Et tous ces films, c'est ça. C'est l'autre gros morceau quand même de ton bouquin, c'est quand même la notion du mal chez Carpenter. C'est que ça occupe, c'est un peu le cœur du... C'est le sujet des films de Carpenter, mais pareil, j'ai voulu un tout petit peu m'interroger sur c'est quoi ce mal dont on parle. Parce que il distingue quand même deux mots, quoi, deux conceptions du mal. Quoi. Oui, c'est pour ça que là encore, Carpenter est un cinéaste anachronique, parce que le mal que lui va mettre en scène dans les années 70, dès 76, et Halloween 78 ou autre, est pas du tout le mal du cinéma dit d'horreur américain de l'époque. Toby Hooper, Wes Craven, Larry Cohen, etc., qui sont tous en gros mettent en scène un mal progressiste, qui est un mal contingent, qui est un mal produit par la société. Par les guerres, les guerres, désastres écologiques, une mauvaise éducation, un endroit un peu nocif comme le Texas, enfin des choses comme ça. C'est pour ça que je comparais le plan, le Leatherface et Michael Myers, qui me semblait être vraiment les deux opposés absolument sur la cartographie politique de ce que c'est que le cinéma américain de cette époque-là. Carpenter, lui, il est anachronique de ce point de vue-là. Il croit à un mal, on pourrait dire pur ou un mal radical, alors que le cinéma d'horreur américain croit à un mal contingent. Il croit que c'est un mal qui est enraciné
et pas un mal qui est extirpable, ça change tout. Donc quand Carpenter a commencé à être connu... ça interroge quand même. Il parle de ça, de ce moment où il va en hôpital psychiatrique, il croise des enfants malades, il croise des psychotiques, et il a une claire conscience qu'il y a une sorte de mal radical. C'est quand même un postulat qui est... mais c'est plus qu'un postulat, c'est que c'est quelque chose qui est fondateur, qui est pour lui, et la boussole principale pour Carpenter. C'est qu'il croit, alors c'est pas j'ai raison ou j'ai tort, c'est qu'il croit, mais dur comme fer, que le mal pur existe. Voilà. Il y a un côté, j'ai l'impression, très américain quand même là-dedans. C'est pas très américain, il y a un côté très puritain. C'est pas pareil. Oui. Alors que l'opposé de Carpenter, ça serait Romero. Romero n'a jamais dit le mal pur existe, puisqu'il fait les zombies, et dans Lord of the Dead, à la fin, c'est un personnage qui dit « eux, c'est nous ». Il n'y a pas de meilleure réponse à ça. Il n'y a pas de mal pur dans les films de Romero, de Cohen, de Craven, etc. Donc lui-même, Carpenter, est vraiment à contre-courant de l'époque, quand il tourne en 76, et même du genre dans lequel il s'inscrit. Le cinéma d'horreur américain, en gros, de 68-67 à la fin des années 70, est à l'inverse du cinéma de Carpenter. Lui, c'est carrément quelqu'un qui croit que le mal pur existe, et qu'il y a une différence, non pas de degré, mais nature, on pourrait dire, entre le mal et l'humanité. Et ça structure tout son cinéma, y compris esthétiquement, y compris en termes de mise en scène. Et son rapport, sa dimension puritaine, parce que quand Carpenter va commencer à être un peu... disons, reconnu par l'Académie en France. Il y a plein de revues qui le reconnaissent dans les années 70-80, des revues un peu Maverick, on parlait de Mad Movies, de Starfix, il y a plein de gens qui le défendent. Mais l'Académie, l'institution, Carpenter, c'est quand même pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il va y avoir une rétrospective de tes films à la Cinémathèque en 99, si je dis pas de bêtises. Et il va venir à ce moment-là. Et là, d'un seul coup, bon, voilà, il va faire la couve de, je sais pas, Marie-Claire, Télérama. Donc là, on sait que c'est réglé, quoi. T'exagères un peu. Et c'est intéressant, peut-être pas Marie-Claire. Enfin, on s'enseignera. Or, c'est intéressant parce qu'à l'époque, je sais pas si certains d'entre vous étaient là ou s'en souviennent, c'est qu'on lit des articles sur Carpenter. Le problème, c'est qu'il faut faire passer Carpenter pour un cinéaste qui, en gros, un cinéaste qui, comme Romero, comme Tobe Hooper, est un cinéaste qui est un cinéaste américain, mais hyper anti-américain, qui est forcément critique à l'égard des États-Unis, forcément anti-religieux, anti-clérical, anti-américain, etc. Enfin, un cinéaste de gauche, progressiste, classique. Et donc c'est assez marrant parce qu'on lit des textes incroyables où on raconte le contraire de ce qu'est le cinéma de Carpenter. On s'est dit, regardez Halloween, regardez Prince of Darkness, comme c'est un film, on dit non. Je veux dire, Prince of Darkness est un film à la fois puritain et critique en même temps. Et c'est vrai qu'on a mis de côté la part puritaine du cinéma de Carpenter, conservatrice, pour permettre la reconnaissance. Parce que si on avait commencé à penser qu'il était peut-être on aurait vite oublié. Et Carpenter lui-même s'en amusait. Donc, il disait oui, pas de problème. Je veux dire, oui, c'est vrai, je suis anti-clérical, je suis anti-machin, etc. Et on lui dit, mais pourquoi il y a autant de prêtres et d'églises, de croix dans vos cadres? Réglez-le une fois pour toutes, pas besoin. Mais parce que c'est un puritain, Carpenter. Mais pas puritain au sens, attention, il faut être précis là-dessus. C'est un puritain, dans le sens où il pense qu'il y a le bien et le mal. Il pense qu'il y a une frontière entre les deux et que la société ne produit pas du mal contingent. Ça, c'est très important. Il croit qu'il y a une radicalité du mal, d'une certaine manière. Et surtout, c'est un puritain parce que c'est quelqu'un qui considère qui distingue le sacré et la religion. Voilà, il faut être précis là-dessus. Parce que Carpenter, et alors là pour à peu près tous, comme tout le monde, quand on fait du cinéma d'horreur, c'est rare qu'on fasse du cinéma d'horreur, tu veux dire qu'il soit un cinéma pro-religieux. On dit rarement du bien, quel que soit quoi. Bon, il y a des religions dont on s'en méfie un peu plus, mais grosso modo, on n'est pas là pour dire du bien. Mais Carpenter, c'est la religion, et il la critique comme tout le monde, ça l'intéresse pas. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit, dans la mesure où il y a un mal radical, comment est-ce que les humains qui sont faibles, qui sont corruptibles, qui ont leur faiblesse naturelle, etc., vont faire pour lutter, vont supporter de lutter contre le mal comme ça. Ils vont se donner des religions. Ils vont se donner quelque chose qui va leur situer au-dessus d'eux, quelque chose au nom duquel ils vont pouvoir se dépasser en tant qu'humains faibles. Et ça, c'est pour ça la dimension puritaine de Carpenter. C'est pas pour dire c'est super bien les églises ou les synagogues ou les mosquées. Non, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est qu'il dit que l'homme est face à un mal radical et que l'homme tout seul, en fait, pour pouvoir lutter contre ça, il faut qu'il s'invente des puissances sacrées et il en a besoin. Donc, quand bien même on s'en fout que Dieu existe, etc., mais il en a besoin dans son combat contre le mal. Et surtout, il ne confond pas Dieu et la religion. Il ne confond pas l'idée du sacré, de ce qui nous dépasse, avec ce que les hommes
qui sont faillibles en ont fait. Ça, c'est très important. Allez, deux dernières questions, s'il y en a. Oui. Attendez, le micro, que tout le monde vous entende. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, toujours une question sur la question du mal chez Carpenter. Pour continuer là-dessus, c'est vrai qu'il est très à part parmi tous les autres réalisateurs de sa génération. Et moi, je pense aussi à Friedkin, puisque L'Exorciste, c'est quoi? C'est le mal qui arrive. Enfin, c'est le film d'horreur post-Hammer, en fait. Hein. L'Exorciste, c'est-à-dire que le mal arrive dans la modernité, dans la famille, et même voilà, directement chez la petite fille. Et Carpenter, lui, est resté, on a l'impression, à la période hammerienne aussi. Et il a dit, je crois, dans une interview, mais peut-être j'ai tort, hein, je me rappelle mal, mais il a dit qu'il a vu le mal un jour dans sa vie. Mais il n'a pas dit quoi. Il a eu de la chance, hein, pas vous, non? Il n'a pas dit quoi. Et c'est quand même frustrant. Alors, comme vous l'avez rencontré, je me dis, est-ce qu'il vous aurait dit ce que c'était quand même, qu'on comprenne? Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, il l'a dit 2-3 fois. En fait, et d'ailleurs, je cite ses entretiens. Parce que, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il aurait fait, lui, en étant adolescent, ou enfin petit enfant, à l'occasion notamment d'une sortie scolaire, dans un asile psychiatrique, ce qui est hyper sympa comme sortie. Mais bon, on est dans le Kentucky à l'époque, et qu'il aurait fait comme ça l'expérience du mal. Autrement dit, il aurait été confronté à un espèce d'adolescent ou de gamin, dont Michael Myers serait d'une certaine manière l'expression, si vous voulez, et il a été convaincu en le regardant dans les yeux qu'il n'y avait pas d'humanité en lui, et qu'il avait pour la première fois de sa vie, et ça, c'est une image qui lui est restée très très longtemps en tête, fait l'expérience du rapport avec le mal. Autrement dit, le mal qui se logeait à l'intérieur d'un humain, d'un ado, etc. Et c'est très important puisque c'est d'une certaine manière, c'est ce qui va organiser tout son cinéma derrière, cette croyance que le mal pur existe, quel que soit le visage qui se donne. Qui se donne le visage d'un gamin, d'un adolescent, etc. Bon. Et Michael Myers. Alors, Michael Myers n'est pas complètement le premier. Moi, je pense que le vrai premier, c'est le tueur blond dans Assaut. Hein. Voilà. C'est un personnage qui exécute la fameuse gamine qui vient chercher sa glace. Enfin, sa glace. Il dit, il n'y a pas une boule de fraise. Comme quoi, il faut faire hyper attention quand on commande des glaces à la fraise. Moi, depuis, je commande plus de glace à la fraise. Non, mais bon. Pourquoi? C'est pas grand chose. Non, mais je cite cet exemple-là parce qu'il est hyper important. Scène qui a été censurée. Dans certains pays. Et parce qu'en fait, on est dans le premier film de John Carpenter. Donc c'est toujours intéressant, sans faire de la théologie foireuse, on dit rétrospectivement tout est déjà là. Bon, là c'est vrai. Et surtout, on se dit, Carpenter va faire juste après Halloween, et donc il va devenir un cinéaste attaché, et par moments même coincé dans le genre, etc., etc. Et donc en faisant émerger une figure qui va même appartenir à la pop culture, qui est Michael Myers. Hein. D'ailleurs, comme un peu William Friedkin et L'Exorciste, sont des gens qui ont fait des films qui sont sortis du champ des cinéphiles ou du cinéma. Bon, Halloween, bon. Et donc, il y a un brouillon, on pourrait dire, du personnage de Michael Myers, en tout cas de la façon dont Carpenter va traiter petit à petit cette question du mal, et c'est le blond dans Assaut. Quand vous regardez Assaut, la première partie du film, on est sur un film progressiste, on pourrait dire critique de gauche, 70s typique. Les minorités, là on ressemble à Che Guevara, l'autre c'est les Black Panthers, South Central, les pauvres, tout y est. Donc on s'est dit c'est parti, on est en terrain connu, c'est à peu près l'essentiel de ces films qui sont... Voilà. Et puis le personnage, donc pendant la première partie de ce film-là, on se dit que le personnage du blond, il fait partie d'un mal contingent. C'est parce que la répression de la police au début, c'est parce que la pauvreté, c'est parce que tout ce qu'on veut, que lui et sa bande agissent comme ça. Et puis à un moment donné, Carpenter fait surgir cette histoire, on pourrait dire du père avec sa fille, et il va tuer la petite fille. Et là, le film bascule littéralement. Il bascule pas Assaut au moment où la nuit tombe et les assaillants arrivent. Hein. Le processus de la déshumanisation, comment est-ce qu'on passe d'un humain au mal pur, il se joue exactement dans le plan, et donc c'est la première fois, la première occurrence du mal dans un film de Carpenter, c'est quand le blond en fait prend son pistolet silencieux et tire à bout portant sur la petite fille. Parce que rien ne justifie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mal contingents qui tiennent face à ça. Et à partir de là, le personnage, on pourrait dire, se rédifie, hein, devient une sorte de préparation. Il a un visage un peu marmoréen, il devient comme une sorte d'automate, et il devient ce qu'il est,
à savoir une figure du mal qui a pris comme apparence quelqu'un, on pourrait dire, d'une bande des années 70. Et à partir de là, Carpenter va trouver sa figure du mal. Michael Myers, moi je pense qu'il doit beaucoup à ce personnage du blond dans Assaut. Voilà, donc c'est ça pour votre réponse. Vous citiez l'exorciste, vous avez raison. Je pense que quand Friedkin fait l'exorciste, lui aussi, il nous dit pas, il n'y a pas de mal contingent, c'est pas l'époque, c'est pas une critique sociale. L'exorciste, c'est aussi un film, on appellerait ça puritain ou anachronique, mais au sens strict du terme, au milieu des années 70, si ce n'est que ça réalisé un tout petit peu avant. Mais je pense que c'est des films cousins. Mais ils sont très minoritaires, hein, L'Exorciste et Carpenter, par rapport à la veine ou à la vague de films d'horreur des années 70. Et donc cette question du mal, moi j'ai jamais interrogé Carpenter là-dessus. Peut-être que je le ferai un jour. D'abord parce que je pense que, en fait, en réalité, qu'est-ce qu'il va me dire ? Vous, ce que vous attendez, c'est oui, c'était à tel endroit, il avait cette tête, j'ai même pris une photo. Non. À mon avis, ce qui m'a intéressé là-dedans. Voilà. Oui, mais pour ne pas être déçu, il ne faut pas chercher A. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que moi, ce qui m'a intéressé, c'est que si Carpenter, à un moment donné, a éprouvé le besoin de raconter cette histoire à 2-3 reprises dans les entretiens, c'est pas pour nous faire saliver, en dire quand est-ce qu'on saura le gamin qu'il a vu. Non, c'est pour nous dire voilà. Au nom de quelle conception du mal, moi je fais les films. Donc c'est ça qui compte. C'est pas la gueule ou le visage du mal. Ce qu'il nous dit, Carpenter, moi j'ai rencontré le mal pur et à partir de là, toute ma filmographie en fait va dérouler d'une certaine manière. Personne, une dernière question. Allez. Bonsoir. Alors chez Carpenter, le mal pur existe. Les humains ont le sacré pour essayer de s'en sortir. Et le bien. Il y a le sacré qui permet aux humains d'essayer de s'en sortir, de lutter contre le mal. Et le bien, en fait, il est où chez Carpenter ? On voulait dire entre la lutte et le sacré et le mal. Il y a le mal, donc il y a le bien quelque part. Ah oui, bien sûr. Non, oui, il y a le bien. Alors ça, c'est le. Non, parce que c'est la différence, c'est que c'est là que Carpenter est un cinéaste qui est intéressant. C'est que c'est pas un cinéaste. Ce que je vous ai raconté sur les années 80, qui tente de redorer le blason d'une époque idyllique qui incarnerait le bien, la santé américaine, etc. Carpenter ne croit absolument pas au bien puisqu'il pense que l'homme est corruptible, il devient collabo en 2 secondes, et que la collaboration n'est pas un problème de classe. Dans Elif par exemple, vous vous souvenez un des personnages qui est dans le camp, qui est un homeless comme les autres. Lui, on lui a offert un costard, une coupe de champagne, il est tout de suite passé du côté des yuppies. Donc de ce point, c'est pas un marxiste, Carpenter. Donc là, il n'y a pas de conscience de classe. On a compris que c'était pas un marxiste. Non, mais ça, c'est intéressant à préciser. Oui, c'est intéressant. Donc, grosso modo, pour dire que la question du bien n'est pas son sujet. La question, c'est que l'humanité, mais ça, c'est les films de Carpenter. Comment on fait pour endiguer le mal, quoi, en clair ? Oui, c'est qu'en fait, il y a quelques personnages, quelques personnes qui valent le coup. Il y a quelques héros, avec beaucoup de guillemets, qui vont se sacrifier d'une certaine manière parce que ce sont ceux qui ont vu le mal pour les autres et qui vont essayer de se sacrifier pour eux. C'est par exemple John Nada à la fin de The Live. Il meurt mais il sourit. Au moins il a servi à quelque chose. Mais la question du bien, là ça en ferait un cinéaste pour le coup conservateur. C'est pas du tout le cas de Carpenter. C'est un cinéaste puritain et critique en même temps. Et Carpenter c'est un vrai cinéaste pétri de contradictions ou en tout cas de paradoxes et c'est ça qui est passionnant chez lui. Et donc la question du mal est ce qui l'obsède. C'est qu'en fait, l'humanité est vouée à sa perte. Enfin, vous voyez la fin d'Escape from LA, c'est pas un optimiste de fou, John Carpenter. Mais peut-être que pour quelques-uns, et quelques-uns peuvent retarder un tout petit peu le moment de la chute. En fait, c'est vraiment ça qui l'intéresse. Le mal va l'emporter. Voilà, c'est ça. Mais, je veux dire, chaque film ou chaque combat, de cette manière, c'est l'occasion de retarder un peu sa victoire. Et c'est le cas de tous les films de John Carpenter. C'est-à-dire qu'à la fin de The Thing, quand les deux sont dans le corridor, alors que la base a explosé, on entend les 2 notes. Ça suffit. On n'a même pas besoin de savoir si la laine d'un tel, etc. On entend les 2 notes. Les 2 notes, c'est la signature musicale du mal dans The Thing. À partir du moment où on se dit, c'est fini, whisky, puis boum, boum, ok. Bon, c'est que l'humanité va repartir au combat, mais c'est pas ces 2-là. C'est un répit. En fait, voilà. Et tout est comme ça chez Carpenter. On a la fin de The Fog. On dit que c'est fini. Mais finalement, la bombe reviendra. Le brouillard revient. La fin d'Halloween, il a eu je sais pas combien de balles dans le corps. On va vérifier que son cadavre est là.
et il n'est plus là. Et on pourrait comme ça multiplier à l'envi cette idée que c'est important parce que ça permet quand même de faire un distinguo par rapport à tout ce qu'on dit entre le cinéma, disons, d'horreur ou de SF des années 50 et le cinéma de Carpenter. C'est le cinéma des SF des années 50. Bon, on va pas revenir là-dessus, peut-être qu'on en a déjà parlé, mais c'était un cinéma du statu quo. Hein, on connaissait cette histoire-là. Dire la société va pas très bien, on lui balance une carotte géante, elle a peur, elle se ressoude et c'est bon, c'est reparti comme un 40. Je vais vite, mais en gros c'est ça. Le cinéma de Carpenter, c'est pas ça du tout. Une carotte géante. Non mais Pardon. tu peux choisir un navet en caoutchouc, enfin tu vois, un monstre de l'époque. Hein, et d'ailleurs, je crois que c'était, je sais plus quel, je crois que c'était Bergala ou Danet qui avait écrit un très beau texte là-dessus. On va pas y revenir sur la question du collectif de trouille. Combien est-ce que dans le cinéma conservateur des années 50, le monstre sert à ressouder une société qui part en vrille. Et comment est-ce qu'on retrouve une société qui part en vrille? Ça veut dire quoi? Qu'elle se pose des questions, qu'elle s'interroge, qu'elle a des fêlures. Et ben on lui balance une araignée géante. Là, tout le monde est d'accord. Hein, on n'est peut-être pas d'accord sur le candidat, le prix de la baguette, mais par contre, si tu vois arriver Zem ou les monstres attaquent la ville de Gordon Douglas, tu te dis bon, on va peut-être mettre de côté nos différences le temps qu'on éradique le monstre. D'où le conservatisme très profond du cinéma des années 50. Carpenter, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que jamais le surgissement en fait du monstre, qui entre parenthèses et vient toujours de l'intérieur du plan, hein, disons le traitement du hors-champ chez Carpenter est pas un traitement politiquement conservateur. Hein, ça c'est vachement intéressant, on n'a pas le temps d'en parler. Mais en fait, le surgissement du monstre chez Carpenter et la façon dont on va le combattre et le vaincre momentanément ne permet jamais un retour au statu quo. Et ça c'est très important parce que ce qui en fait encore une fois un cinéaste politiquement très complexe, on oscille toujours entre quelque chose, on pourrait dire avec les focales françaises, de droite et de gauche, de progressistes et en même temps de conservateurs, de puritains et d'agnostiques. On est toujours là-dedans avec Carpenter. Mais il faut être précis sur ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, en fait, en réalité. Jean-Baptiste? C'est moi. Manfred? Non, attends, tu vois la pile qui a signé tout ça là. Ah, et là, tous ces je m'en vais, moi j'ai une issue de secours qui est par là. Non, mais est-ce que ça doit si on s'arrête là? Ouais. Merci beaucoup. Hein. Merci à Manfred. Hein.
donc il reste des livres qui doivent être à la caisse. Non, il n'y en a plus, d'accord. Non. Donc la dédicace se passera ici, sur la table qui est à table. Oui, on va la faire ici, ouais, ça se fait là, comme ça, pour échelonner. Ah bon, ça fait là-bas ? Oui, mais ça fait trop.